Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, on prend un petit peu d'avance sur le calendrier, car X-Men Dark Phoenix sort la semaine prochaine, c'est mercredi, mais on va faire une grande rétrospective de la saga ce dimanche. Nous partons à Annecy dimanche prochain, c'est pour ça qu'on prend un petit peu d'avance. Et pour ce grand programme, nous avons un invité très spécial. On t'avait déjà reçu pour Spider-Man, on te reçoit à nouveau pour Les Mutants. Daniel Andreev, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, en fait j'adore écouter ce petit jingle et tout, l'équipe de Karel, alors du coup à chaque fois que je suis là, hop, je sais que j'ai ce petit jingle et ça change pas. On rappelle que tu es aux commandes du Robotics Podcast Universe, donc After Eight, Super Ciné Battle, BD sans modération, et Parle à mon Luc qui enregistre un nouvel épisode tout à l'heure. Ouais, dans la joie à la bonne humeur. Dans la joie à la bonne humeur. Très bien, on peut savoir quel film ? Non, mais c'est un film nul de Luc Besson. Aïe. Ce qui veut dire 80% de sa filmo, tu vois. C'est vraiment de la merde et je suis pas content. Mais je suis content d'être là pour me préparer à cet événement. Bon, voilà, on va quand même parler. Et puis tout à l'heure, sans doute, je serai sur ma chaîne Twitch aussi. Ah oui, ta chaîne Twitch, effectivement, Kamui Robotics, on rappelle. Ouais. Alias, sous lequel on te retrouve également sur Gamecult, dans l'émission Gaijin Dash. Exact, on enregistre demain si tu veux savoir. Ah bah très bien. Et on te retrouve également chez Sœur d'édition. Tu es auteur de la légende Dragon Quest qui va sortir dans pas très longtemps en anglais, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et venir ici, c'est un peu comme faire mon entraînement avant un marathon, tu vois. C'est comme faire des pompes et tout. J'ai l'impression de me préparer psychologiquement à cette semaine d'enregistrement. Très bien, bah on est ravis en tout cas, sache-le. C'est ton troisième passage dans l'émission où je crois que tu as mérité ton rond de serviette. On n'en a pas sur nous, mais on t'offrira ça après l'émission. Il a ouvert sa gueule, c'est Cédric, comment il va ? Oh putain, c'est violent quoi. C'est depuis on avance dans la saison et moi il y a de respect pour ma personne. Bah ça va très bien, merci Karel. Tu as vu un film cette semaine, de quoi s'agit-il ? Oh bah le roi des monstres, Godzilla, tout simplement. Godzilla qui revient dans Godzilla King of Monsters, alias en français Godzilla 2 parce qu'on est trop con pour savoir que c'était la suite de Godzilla premier du nom. Évidemment, on en parlera avec toi tout à l'heure. On parlera également d'un autre film, Aladdin, avec toi Chloé. Exactement, pas vu cette semaine, c'était la semaine dernière. Mais sinon ça va très bien, un peu chaudement mais on survit. Oui ça va, là je trouve que les conditions climatiques sont autrement plus favorables que lors de d'autres numéros. Je pense notamment à Matrix et à Game of Thrones. Comme quoi l'été vient, le saviez-vous ? Jonathan, comment vas-tu ? Bah bien, je suis sorti de ma cave là pour ce numéro, on m'a dit qu'on allait parler des X-Men donc... T'as quitté ta cave pour une autre cave du coup. C'est ça, mais il faisait moins chaud dans la mienne. Alors on salue effectivement sur le chat Pseudoless, The French Phenom, Mafouba, Mioups, Monique Duterter et Dracojo. Voilà, n'hésitez pas à partager avec nous vos anecdotes, vos questions et vos remarques, on y répondra tout au long de l'émission. Mais pour l'heure, c'est parti, c'est la Newsbox. Et on commence la Newsbox avec un bilan d'une conférence de presse de The Pokémon Company qui a eu lieu cette semaine. 3 nouveaux services et 2 nouveaux jeux annoncés. Pokémon Sleep tout d'abord, companion app de Pokémon Go, grâce à un accessoire appelé, ne riez pas s'il vous plaît, Pokémon Go++. Les données de sommeil du joueur, donc le temps de sommeil, l'heure du coucher, l'heure du réveil, auront une influence sur le gameplay de Pokémon Go. Donc on ne sait pas encore sous quelle forme, ce sera peut-être des bonus, des objets, des choses comme ça. Si vous vous demandez mon avis, c'est un petit peu invasif et un peu fumeux à voir. Je rappelle que Niantic c'est quand même Google à la base, donc ils aiment bien vos petites données. Ce sera disponible sur mobile pour 2020. Autre application, Pokémon Masters, un projet mystère teasé par Diney il y a quelques semaines, qui utilise une nouvelle façon de combattre avec donc beaucoup de fanservice, car tous les dresseurs existants, les champions, reviendront dans ce nouvel épisode, façon Fire Emblem Heroes justement. On aura plus d'informations au mois de juin, ce sera disponible sur iOS et sur Android. Troisième application, Pokémon Home, qui devrait remplacer la Pokémon Bank pour gérer les échanges entre iOS, Android et la Switch. Donc pas de précision sur la rétrocompatibilité avec les versions précédentes. Le lancement est prévu en 2020, donc pas pour la version épée et bouclier a priori. Donc on aura plus d'informations sans doute à l'occasion de l'E3. Et enfin 2 petits jeux, un et demi plutôt. Le premier confirmé, c'est Détective Pikachu 2 qui devrait sortir sur Switch a priori l'année prochaine, suite directe de l'épisode 3DS sorti en 2016 et sans doute un portage du premier épisode sur Switch. Voilà, c'est tout pour le tunnel Pokémon. Avez-vous des petites attentes autour de ça les amis ? Alors moi ça me fait flipper qu'il y ait une application mobile qui va enregistrer toutes les informations sur ton sommeil. Non, je suis pas fan en fait. Non. Ça existe déjà après. Oui, ça existe déjà, mais là le faire passer par un jeu pour que justement ça ait plus de... L'évolution suivante, ça soit que l'appli elle prenait en compte aussi les moments où par exemple tu fais des câlins à ton compagnon et donc savoir les moments où tu peux te reproduire tel un Pokémon. Et je pense que c'est ça l'avenir de cette appli, c'est de nous fliquer à fond.
Ah là là, parle à mon Lucario donc. Voilà, exactement. Très bien. On enchaîne avec toi Chloé, du coup, tu vas nous parler de Call of Duty Modern Warfare qui sort du bois. Exactement, parce que là, on a Infinity Ward et Activision qui sont arrivés avec une date. Alors accrochez-vous, le 25 octobre, vous aurez à votre disposition Modern Warfare 2019 sur Xbox, PC et PlayStation 4. Ça a l'air d'être un soft reboot de ce qu'on en sait pour le moment, 12 ans après la sortie de Call of Duty 4, Modern Warfare. Donc ce serait une version qui serait un petit peu repensée et plus mature. On oublie le côté un petit peu foufou, ils veulent quelque chose qui soit un petit peu plus proche de la réalité et plus authentique. La preuve, on n'aura pas de mode zombie, sauf que ce mode zombie était quand même assez caractéristique et assez apprécié par la plupart des joueurs du jeu. Donc on sait qu'on n'aura pas de mode zombie, mais on aura un mode coop et on aura une progression de la campagne en ligne. Donc il semblerait qu'on pourrait avoir du cross-platform également. Plus d'informations et du gameplay sans doute à l'E3. Daniel, tu voulais réagir ? Je te voyais t'approcher du micro. Absolument pas. Très bien. Modern Warfare, je voulais laisser il y a pluie en novembre et tu sais qu'il y a Modern Warfare en octobre, tu vois. Toutes les galères de la saison sont là. Très bien, Jonathan. Autre jeu qui envoie du bois, celui-là, et qui sort du bois, pardon, peut-être va-t-il envoyer du bois, on ne sait pas, ce sera Death Stranding. Death Stranding, effectivement, il y a un trailer YouTube qui est sorti le 29 mai. On a déjà eu la date de sortie, donc le 8 novembre 2019, mais surtout on a eu une longue vidéo de 8 minutes pour nous expliquer un petit peu les personnages, en tout cas leur nom, un petit peu le principe du jeu. Évidemment, comme c'est Kojima, tout le monde n'a pas compris et il y a encore déjà plein de théories très différentes qui circulent. De ce qu'on sait, ce qu'on est à peu près sûr, ça serait un jeu plutôt concentré sur l'exploration et la survie plus que sur le combat. Donc pour essayer de remettre ensemble plein de communautés qui sont dans des États-Unis du futur, dans un monde qui est quand même très mal parti, donc centré sur l'exploration. Et alors c'est difficile d'en dire plus, notamment par rapport au trailer, quand on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui spoilait la fin secrète de son jeu dans le trailer de son jeu précédent. Si vous avez vu le trailer de MGS5, vous aviez la fin secrète, vous ne le saviez pas. Donc si ça se trouve, il y a déjà plein de choses dedans pour nous dire ce qu'il y a, mais on n'est pas encore trop sûr. Mais voilà, tout le monde attend avec impatience, peut-être déjà le 3 pour en savoir plus, mais à mon avis là 9 novembre on est parti pour avoir d'autres informations rapidement et encore peut-être sur le casting puisqu'on a Troy Baker qui a été annoncé en plus. Donc voilà, on a quand même un casting très prestigieux pour un jeu qui, je le rappelle, est scénarisé, produit, game designé et réalisé donc par Hideo Kojima. Très bien, effectivement. Je pense pas qu'on le verra à l'E3 étant donné que c'est un jeu Sony, donc a priori Sony skippant l'E3 cette année, mais peut-être à la Gamescom. On ne sait pas, peut-être le TGS à la rentrée, juste avant la sortie du jeu, je sais pas. Ça attend un petit peu le prochain jeu de Kojima autour du plateau ? Ah, carrément. Ah ouais, non, je suis hypé. Alors après, comme tout le monde, j'ai regardé les trucs et j'ai rien compris. Il y a une espèce de bébé. Il y a de la pluie acide. Puis tu piches pas. Et puis tout d'un coup, il y a Léa Seydoux au milieu. Et tu fais. Et il y a Nicolas Winding Refn qui a été rajouté au casting. Moi, j'avais pas entendu parler du tout. Et Guillermo del Toro aussi. Del Toro, ça c'était. Mais pour moi, qui est pas trop suivi, genre les castings, tu sais, faut suivre l'Insta de Kojima pour savoir où ça en est. C'est exactement. Faut regarder quel film il a vu récemment pour savoir quelle référence il va faire prochainement. J'aime bien cette idée de créateur total qu'est Kojima. C'est comme créer un jeu, c'est quand même un truc d'équipe. Il y a 200 personnes, mais en même temps Kojima, on a l'impression qu'il fait tout et qu'il fait même les sandwichs à midi. Je suis très partisan d'avoir quelque chose dont je comprends rien et ça va m'intéresser. Et là, ils ont l'air de lui avoir laissé carte blanche, quoi. Donc Et surtout, on oublie que dans la collector, il y aura une lampe halogène Bridge Baby. Alors rien que ça vaut les 200 boules, voyons. Très bien. C'est toujours mieux que les Assassin's Creed à 1200 balles. Ah oui, exactement. Jonathan, on reste avec toi. Un autre jeu qui devrait sortir du bois, mais celui-là à l'E3, c'est du côté de chez Larian que ça se passe. Larian Studio. Larian. Alors, effectivement, il y a eu sur le site de Larian un teaser, en tout cas un gros 3 écrit en lettres romaines. Chiffre romain. Hein. Voilà, oui, effectivement. Et tout le monde se pensait au départ que ça annonçait Divinity Original Sin 3, sauf qu'il y a eu des petits malins qui sont allés regarder dans les métatextes de l'image et ils n'ont pas vu Divinity Original Sin, ils ont vu Baldur's Gate. Donc manifestement, et Brian Fargo a l'air de teaser là-dessus aussi sur Twitter, Baldur's Gate 3 nous arriverait, alors probablement là annoncé à l'E3, peut-être même au PC Gaming Show, ce qui ferait au moins une bonne raison d'attendre la conférence. Mais effectivement, là, on arrive sur un... Alors, il faut rappeler donc que Larian ont développé Divinity Original Sin 1 et 2, qui sont parmi les jeux qui rappellent le plus avec Pillars of Eternity, les vieux Baldur's Gate.
Donc effectivement, moi, là c'est clairement l'une des choses que j'attends le plus de l'E3 là. Ça va suivre le 3 autour de la table. Cédric, toi je sais que non parce qu'on sera à Annecy tous les deux. On peut le suivre quand même un peu. Il faut dormir un petit peu quand même. Oui, c'est pour les faibles ça. Moi j'ai une émission dessus, donc de toute façon il y aura le petit récap. Très bien, tu vas faire tes devoirs. Et toi Daniel, on te retrouvera le long de l'E3 ? Normalement, je fais quelques lives pour Gamecult et puis évidemment sur ma chaîne aussi. Ouais, écoute, le 3 ça justifie quand même un an de salaire à venir pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie. Donc non, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ou de ce qui se fait pas du coup, puisque la non-participation de Sony, c'est presque aussi un événement. Ouais. Chloé, tu vas reprendre la parole justement, on parlait de Sony, mais pas du Sony qu'on croit. C'est ça, il passe de la première à la quatrième sans respecter le point mort. Il laisse tomber Sony Pictures pour les projets inspirés de jeux vidéo et ils vont lancer PlayStation Productions. Donc ça va être pour adapter en film et en série les différentes licences qui ont très très bien fonctionné chez eux. Pour le moment, on a 2 noms qui sont confirmés. On aura une série en cours de production sur Twisted Metal et on a un film en route pour Uncharted. Il semblerait qu'il soit déjà bien. Ça fait un moment qu'il traverse un petit enfer de développement, pépouze, mais peut-être que c'est reparti sur des bons rails, effectivement. C'est ça, donc à voir ce qu'ils vont nous sortir, mais à croire qu'ils vont essayer de concurrencer nos plateformes de VOD préférées sur les mois et les années à venir. Tu veux dire créer des contenus exclusifs pour une plateforme à venir exclusive sur PlayStation 5 ? Exactement. Oh là là, ce serait étrange. Oh là là, ce serait tout à fait étrange. Ça vous hype un petit peu de voir tous les héros PlayStation arriver en série ou en film ou... Cédric, je te vois faire la moue. Oui, je m'en fous un peu, mais Twisted Metal, en revanche, je m'attendais pas de ça. Tu vois, étonnamment, c'est le genre de truc où je pourrais dire oui, parce que c'est tellement un jeu. Enfin, ça date quand même de l'ère PS1, donc il n'y avait pas forcément un énorme lore derrière, donc tu peux vraiment créer quelque chose complètement. Uncharted, ça me semble déjà plus difficile parce que c'est très cinématographique, c'est très fermé dans la manière dont tu peux essayer de sortir du truc. Je sais pas. C'est pas le projet avec Tom Holland justement en Nathan Drake. C'est Tom Holland qui est casté en Nathan Drake, ça c'est sûr. Il va pas bouger. Et oui, non, c'est Tom Holland, c'est lui qui va sauver tout Sony en fait. Il fait Spider-Man, il fait Nathan, il fait tout. Daniel, un petit ressenti là-dessus J'ai absolument pas d'avis sur ces futurs produits. Je sais pas comment on peut dire, ces futures perles. Bon, Wipeout façon Spider-Verse peut-être. J'ai absolument aucun intérêt là. Aucun intérêt. Genre très bien. rien du tout. Non, j'attends de voir parce que les gros studios ils savent les monter et ils savent aussi surtout les démonter. Cédric, oui, tu gardes la parole pour nous annoncer notre petite nouvelle sympathique. Japan Expo arrive. Ouais, le point manga, on y arrive. Oui. Le point manga avec Cédric. Non, c'est tout simplement, ça, on le savait un petit peu depuis longtemps. Il y a la préparation de l'animé Dr Stone qui était en cours par TMS Entertainment, qui sont entre autres Monsieur Détective Conan pour un de leurs plus gros licences, pour donner un peu l'idée du studio. Et ça y est, il y a eu le teaser, on sait que ça va commencer en juillet, c'est Crunchyroll qui a les droits. Et du coup, moi je suis très content. Dr Stone, pour rappel, c'est donc un manga du Shonen Jump qui a commencé il y a maintenant 4 ou 5 ans de mémoire, qui est scénarisé par Riichiro Inagaki, qui était le scénariste de l'excellent manga de foot américain Shield 21, et dessiné par Boichi, qui du coup était dans sa première grosse œuvre Shonen Jump. Enfin, il avait jamais fait vraiment pour Jump, quoi. Et voilà, et ça va raconter l'histoire entre autres de deux lycéens qui sortent d'un coma de pierre après plus de 3000 ans où l'humanité a été pétrifiée pour une raison mystérieuse. Et l'un c'est les muscles, l'autre c'est le cerveau, et ils vont devoir reconstruire l'humanité grâce à l'aide de la science. Très bien, mon nom de Dieu, Marty, c'est absolument incroyable. Donc on suivra ça sur Crunchyroll au mois de juillet et vous pouvez découvrir le manga chez Glénat dès maintenant si vous êtes impatient. Mais Cédric, je te sens fritillé car une autre news très importante du monde du cinéma nous est parvenue cette semaine. Enfin, c'est officiel. C'est important, je le laisse à la discrétion de celui qui a envie de penser ça comme important ou pas, mais c'est officiel. Warner a annoncé que Robert Pattinson prenait la cape et le masque de la chauve-souris. C'est lui qui va incarner le nouveau Batman. Donc beaucoup de gens ont cru que c'était une mauvaise blague, plein de gens disent que c'est un très mauvais choix de casting. Moi personnellement je suis assez content parce que Pattinson, je pense que c'est un acteur un peu comme Andrew Garfield, on retient pour certains rôles qui n'étaient pas les meilleurs comme les Spider-Man, les Twilight, mais à côté Pattinson il a quand même fait The Lost City of Z l'année dernière en 2017 qui était un des meilleurs films de cette année-là et où il jouait extrêmement bien, quoi. Donc c'est un acteur quand même assez talentueux et qui a une grande palette d'émotions à nous donner, et on sait juste que ça va être une trilogie de films qui ne serait pas vraiment en lien avec ce qu'a fait Ben Affleck jusqu'à présent, mais ça serait quand même dans le DCEU, ça serait donc plus ou moins un préquel, les premières années de Batman, quoi. On rappelle, c'est réalisé par Matt Reeves. Ouais.
la trilogie. Non, c'est les 2 derniers épisodes de la trilogie Planète des singes, c'est ça? C'est Tout juste à le fait. 3e. Non, il me semble que c'est les 3. Je suis là, tu me poses une colle. C'est les 2 derniers. C'est les 2 Les 2 derniers. derniers, ouais. ok, très bien. Bah justement, Daniel, tu prends la parole. Vu ton t-shirt, j'imagine que le Batmanog que tu es a un avis sur la question. D'abord, je suis très très content que ce soit Robert Pattinson en fait. Mhm. Parce que d'abord, moi j'ai jamais vu Twilight. Aucun contact avec Twilight de ma vie, donc je suis vierge de tout Twilight. Je n'ai pas d'a priori négatif et j'ai vu que les films artsy. Parce qu'il a joué dans un Cronenberg, Cosmopolis, il a joué High dans- Life. Il a joué un bel ami aussi. et puis je me suis souvenu grâce à toi qu'il a joué dans Love City aussi, où il est absolument méconnaissable. Et genre à un moment, à la fin, je vois putain, Robert Pattinson, c'est pas le mec qui était dans Twilight. Tu vois, donc on a toujours cet a priori négatif parce qu'il était dans Twilight, alors que c'est un super acteur qui a fait ses preuves. Et je trouve qu'il correspond assez bien à ce qu'ils veulent donner comme image, c'est-à-dire un Batman jeune, pas forcément le vieux mec avachi un peu cynique, un peu hagard. Mhm. Et pourquoi pas? Le seul problème, moi, c'est putain une trilogie. Non mais essayez de faire un bon film déjà, ce sera bien. Chloé. Moi, à partir du moment où je sais que le prochain Batman est un pouf souffle, ça me va, tu vois. Allez hop. Jonathan. Non, moi j'attends de voir effectivement ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire un Batman Year One, du coup un préquel, pas un Batman Begins, mais quelque chose qui revienne à la fondation On sait que le tournage il va commencer en automne là, de cette année, pour une sortie normalement l'année prochaine pour le premier Tourné à film. Londres, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas, t'as plus d'infos que moi. À voir ce qu'ils vont en faire. À voir ce qu'ils vont en faire. Moi, je suis assez content aussi. J'espère qu'ils vont effectivement se focaliser sur un Batman plus détective, plus Ouais. enquête, plus C'est ce qui manque au cinéma. un truc un peu plus à la Michael Mann, tu vois, un truc plus Tu es ambitieux. Oui, bon, écoute, mais du coup, un truc très ancré dans le réel pour le premier, puis aller chercher du côté plus fantastique, ce qui n'a pas encore été fait. Enfin, dénolaniser le truc, quoi. D'accord. Voilà. Enfin, moi, Batman avec des soucoupes volantes, anytime. Qui court en portant des bombes au bord de la mer. Pourquoi pas? Très bien. Bon, je pense qu'on a fini ce point news, les amis. On va s'écouter Flamingozis, Flûte, Salade, ou non, ne rigolez pas, c'est le vrai titre du morceau. Et on se retrouve juste après pour parler de Aladdin et Godzilla. A tout de suite. Avec Karel et son équipe. Ah là là, il va hacker le lancement du plateau, mon dieu. Aïe 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 aïe. Bon, donc effectivement avec Karel et son équipe et avec Daniel Andreev, toujours au top. Salut. Karel et son équipe. Il est insupportable. Toujours avec Cédric, toujours avec Jonathan, toujours avec Chloé. Chloé, on va commencer par toi. On va parler de Aladdin avant d'aborder Godzilla. Cédric, si vous le voulez bien. C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde! Alors Chloé, toi qui es abonné au remake Disney, maintenant tu es allé voir le nouvel Aladdin cette semaine. Est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est une énième production Disney qui risque de tomber dans l'oubli et de se noyer dans le Disney par mois qu'on va se bouffer jusqu'en 2035? Un peu des deux, Ah, parce que ok. on peut pas dire qu'il est pas réussi, mais on peut pas dire qu'il tombera pas dans les oubliettes. Voilà. J'ai passé un bon moment, moi, très personnellement. Après, un détail qui me distingue totalement de la plupart des spectateurs qui iront voir Aladdin ou qui sont déjà allés le voir, c'est que moi, le dessin animé n'a pas du tout marqué ma jeunesse. Je l'ai peut-être vu 1 ou 2 fois quand j'étais toute petite. Je connais l'histoire grosso merdo, mais c'est pas un Disney qui me tient à cœur comme tient à cœur le Roi Lion ou un Atlantide, l'Empire perdu. Voilà, vous savez tout. Ah, ça, c'est vraiment un goût de niche quand même. Exactement. Donc je m'attendais vraiment à rien en allant le voir et j'ai pas été spécialement déçue parce qu'il y a plein de très très bons éléments dans ce film. Les images et les couleurs, moi je les ai trouvées superbes. Les effets spéciaux sont très très corrects, voire très bien réussis. L'adaptation du génie par Will Smith en plus, qui lui donne vraiment une personnalité qui nous fait remonter un petit peu au temps du Prince de Bel-Air. Ça rappelait un petit peu les 90s, hein. voilà, On y est. de nostalgie. Non mais voilà, ça fait un petit clin d'œil à ce public-là. Les costumes et les chorégraphies, mes enfants. Oh là là, c'était juste fantastique. Le chorégraphe, il s'est éclaté sur tout le film. C'est d'une beauté visuelle sans pareil. Il y a quelques libertés qui ont été prises par rapport à l'histoire originale. Mais c'est pas nécessairement un mal, j'ai envie de dire, pour une petite fille qui aurait 8 ans, qui a des étoiles plein les yeux et qui a plein d'espoir dans le monde. Limite, faut presque aller voir cet Aladdin-là plus que le Aladdin d'avant, en fait. Parce que, on surfe un petit peu, certes, sur cette tendance du woman empowerment, mais bon, ça reste quand même un sujet qu'il est important de traiter. Ça fait du bien de le voir dans ce film. Et le casting nous montre plein de nouvelles têtes et on n'est pas spécialement tombé dans le piège du white shaming à partir du moment... Whitewashing. White shaming. White Ouais.
shaming, c'est autre chose. Effectivement, whitewashing. Et en même temps, ça aurait été d'une shame, une vraie honte. Donc, non, franchement, pas mal de points très très positifs pour moi dans ce film. Alors pour le moment, de ce que tu me dis, en tout cas, effectivement, je vois pas mal de positifs. Pourtant, le film doit être dans le viseur, parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes. Il y a d'autres projets live de Disney annoncés. Est-ce que, du coup, on n'est pas quand même face à un désenchantement d'une œuvre animée transposée un peu trop mécaniquement en film live? Est-ce que c'est aussi féerique que l'original? Non, mais c'est un film en fait pour justement qui garde son aspect féerique. Il faut le voir comme un dessin animé et pas comme un film. Il faut totalement laisser de côté le fait qu'au niveau de la physique ça marche pas. Il y a des cascades, il y a des trucs qui vont pas. Une lampe magique, non, voilà, c'est très compliqué dans un film live où on représente un univers fantastique de faire rentrer ces éléments-là et de rentrer correctement dans l'histoire. Il y a pas mal de problèmes aussi anachroniques et culturels. Un sultan qui a eu qu'une seule femme et qui a eu qu'une seule fille, ça n'arrivait pas en fait. C'est le genre de scénario qui ne pouvait pas exister à l'époque. Et là, très clairement, c'est une version très très américaine et occidentale d'un univers qui n'avait rien à voir à cette époque-là. Donc il y a plein de gens qui diront que le film il marche pas, que c'est une pâle copie de l'original, que les scènes c'est des copier-coller, c'est juste que c'est moins bien fait parce qu'au moins avec le dessin t'as une liberté que la caméra ne te permet pas nécessairement de mettre à l'écran. Que le jeu d'acteur il est pas foufou, l'actrice qui joue Jasmine et l'acteur qui joue Jafar ne sont pas nécessairement les révélations de l'année, qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient caractéristiques du dessin animé qui ont été mis de côté. Le duo entre le tapis et Abou il est un peu mis à part alors qu'il semblerait que dans le dessin animé ce soit une grande partie très très présente. Iago il parle pas beaucoup et donc il perd de son effet comique. On espérait qu'avoir un Guy Ritchie à la réalisation permettrait aussi de donner un petit peu plus de tonus, de peps, une vraie signature à ce film, mais à part quelques petits clins d'œil, disons, à sa filmographie en règle générale, surtout sa façon de filmer, il n'y a vraiment pas grand chose et il y a quelques problèmes de rythme. Donc c'est pas un chef-d'œuvre en soi. Après, c'est un film devant lequel on passe un très très bon moment et dans lequel on se laisse très très bien happer. Mais il faut décider de lui tendre la main si on a envie de se laisser prendre par ce film. Et donc tout à l'heure tu me demandais s'il allait finir dans l'oubli. Bah oui, je dis que oui, forcément, il va jamais égaler son grand frère. Comment est-ce que tu veux qu'un remake de nos jours puisse prendre la place, voire supplanter un classique de Disney qui a bercé des générations? Des parents auront plus tendance à montrer le dessin animé parce que c'est le dessin animé qu'ils connaissent, plutôt que d'aller voir le film en disant oh bah il y a un nouvel Aladdin qui est sorti, allons le voir. Donc voilà, c'est un énième remake qui n'a pas spécialement d'éléments distinctifs qui va le différencier du lot. Et comme le disait Cédric quand j'avais fait ma critique pour Ralph 2, c'est un parfait exemple de Disney qui veut plaire un peu à tout le monde mais sans particulièrement se mouiller et sans faire passer de message qui est véritablement transcendant. Donc on traite des thématiques qu'il faut traiter parce que la société veut qu'on les traite, mais sans nécessairement que ça aille plus loin que ça. Bon, en somme, c'est un gros budget qui a été alloué pour 2 heures de film, mais ça reste 2 heures de film qui sont agréables à passer à partir du moment où on ne le juge pas trop sévèrement. Donc, je vous dirais pas de courir le voir en salle, mais si jamais vous avez l'occasion de le voir en DVD ou en Blu-ray, vous perdez pas nécessairement votre temps non plus. Merci beaucoup Chloé pour cette critique. Aladdin autour du plateau, Cédric, je t'ai vu... Will Smith c'était le meilleur truc du film pour le coup. C'est comme pour Détective Pikachu, je m'y attendais pas, mais l'acteur principal guest star où tout le monde crachait dessus, c'est pour moi le truc qui sauve le métrage. Jonathan? Non, moi je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Daniel, il me semble que tu l'as pas vu. J'ai vu Dumbo. J'ai vu Dumbo, je me suis dit merde. Mais justement, on est quand même une année où on a Dumbo, on a Aladdin, on a Mulan à la fin de l'année. On a Mulan à la fin de l'année, on a le Roi Lion. Je suis prêt pour Rox et Rookie avec Michael B. Jordan et Seth Rogen. Je pense que balancez vos films. Rookie. J'imagine n'importe quoi. Hein. La Belle et le Clochard, j'étais en train de dire qui pourrait faire avec Scarlett Johansson, tu vois. Oh bah Jonah Hill. Hein. Ah oui, tant qu'on y est. Voilà. Enfin, bon, je veux dire, Sky's the limit. Je pense qu'ils ont un stock de films à copier, à dupliquer pour 10 années. 20 ans de films copiés comme ça peut être rigolo. Mais justement, est-ce que on n'est pas au début d'une espèce d'auto-référencement de Disney qui va totalement nous étouffer, quoi?
Bah, c'est le but de Disney. De toute façon, le but de Disney, c'est que leur licence reste active. Donc, pour que les dessins animés, ça devient un peu ringard, on les refait en live action. Et puis, dans 20 ans, ils peuvent très bien faire de nouveaux live action avec de nouvelles techniques, de nouveaux trucs. C'est quand ils vont commencer à refaire Star Wars en dessin animé, tu vas avoir l'Empire contre-attaque en dessin animé en image de synthèse, que tu comprendras que Disney sera mordu la queue. Ah la vache. Effectivement. Bah, moi, je ne fais que citer l'anecdote que Phenom avait donnée sur Twitter. Il était allé au cinéma, il y a eu la bande-annonce d'Aladin, et au moment où Will Smith géant apparaît, il y a un gamin qui a attrapé le bras de son papa et qui s'est mis à pleurer en disant « Papa, j'ai peur ». Voilà. Ça me paraissait important de le dire à ce moment de l'émission. On passe à un autre monstre géant, celui-là bleuté, à défaut d'être bleu de sa peau, c'est Godzilla 2. Cédric, qu'en as-tu pensé ? Ah là là, déjà on va peut-être pas vous dire de quoi ça parle, ce Godzilla 2 King of Monsters. Ça fait maintenant donc 5 ans que le monde vit dans la peur du retour de Godzilla, qui a disparu dans les océans à la fin du film précédent. Alors, film précédent, je parle bien de Godzilla et pas King Kong, enfin pas Kong Skull Island. Oui. Depuis, la société secrète Monarch, qui doit dorénavant rendre des comptes au gouvernement parce qu'elle s'est fait choper, et oui, tente, grâce à l'aide de la paléobiologiste Emma Russell, de contrôler les différents kaiju qui sont encore en hibernation grâce à une machine révolutionnaire, l'Orca. Je vous passe les détails techniques, le film vous vous l'expliquer pendant 5 minutes mieux que moi, je pense. Mais patatras, la roue tourne quand Emma, sa fille Madison, jouée par Millie Eleven Bobby Brown, ainsi que non, il n'y a que deux, et ainsi que Lorca, ils sont enlevés par une organisation d'éco-terroristes qui veulent réveiller les différents kaiju pour des raisons un peu mystérieuses et obscures, en tout cas au début du film. Monarch va donc devoir aider avec l'aide de Mark, l'ex-mari d'Emma, la paléobiologiste, tenter d'épauler Godzilla, qui lui va se retrouver confronté avec d'autres spécimens titanesques comme Mothra, la mythe géante, Rodan le ptérosaure ou King Ghidorah, une hydre à 3 têtes, et prouver qu'il est bien le roi des monstres. C'est donc le 33e film qui met en scène Godzilla, le 3e film du Monsterverse, qui a commencé donc comme je dis avec le Godzilla de Gareth Edwards en 2014, et il est réalisé ce film là par Michael Dougherty, que on connaît pour avoir réalisé Krampus et avoir co-scénarisé entre autres X-Men 2. Ah bah tiens, justement, la boucle est bouclée. Alors après un premier film en retenue, un Kong globalement apprécié, il semble que les personnes en charge de cet univers étendu aient enfin trouvé la formule, si on en juge la bande-annonce, les visuels quand même assez marquants, une affiche qui joue beaucoup sur des couleurs pop, du grandiose, j'ai envie de dire le produit fini est à la hauteur, non ? Ah, c'est un peu une déception une fois de plus pour moi. Et oui, c'est effectivement beaucoup plus coloré, c'est un peu plus agréable à regarder à l'œil de base, mais il y a une checky cam un peu horrible, une caméra en mouvement qui fait que l'action est illisible, qui, moi comme d'habitude, prouve qu'on sait pas filmer l'action, mais c'est pas très grave ça. Le scénario il est pas très intéressant, c'est sur un fond de menace écologique, ça reprend un peu les mêmes ficelles scénaristiques et les mêmes astuces faites pour que t'aies de l'empathie que tu peux voir dans des œuvres similaires telles que L'Armée des 12 singes, Okja, ou un très bon épisode de South Park qui s'appelait Poire à lavement versus Sandwich au caca. Je vous laisse revoir cet épisode, vous verrez de quoi je parle. En plus, il y a un casting donc très fourni, mais je le trouve un brin inutile et qui sert surtout à faire venir comme d'habitude les gens en salle. Donc comme j'ai dit, il y a Millie Bobby Brown qui joue Eleven dans Stranger Things, ou dans les méchants, on trouve Charles Dance, alias Tywin Lannister, alias le méchant de Ali G qui faisait un lap-dop très très beau si vous vous souvenez de cette scène. Voilà, oui, je me souviens, oui, effectivement. Et surtout, le réal tente quelques trucs, mais ça rate presque souvent. Je reviens vers vous sur la bande-annonce. Vous pouvez voir un très beau plan de King Ghidorah qui sort de la montagne avec une énorme croix biblique. Alors, est-ce qu'il veut faire une allégorie comme quoi Ghidorah c'est le diable, Ghidorah le diable de Fantasia ? Je sais pas, je suis très perplexe devant cette espèce de fausse mythologie qu'il essaie de me créer et qui marche pas trop, je trouve. Alors, une fois encore, on va pas empêcher les bougons de bougonner, mais pour autant, le public peut y aller pour se détendre sans se casser la tête, je pense. Enfin, je veux dire, c'est quand même des films de monstres qui se cassent la gueule entre eux. Ça peut être rigolo quand même. Ah, c'est un peu les mêmes problèmes que dans le 1, justement, les problèmes de monstres. C'est-à-dire que là, une fois encore, l'action arrive très vite. On n'a pas besoin d'attendre 2 heures d'avoir un combat de kaiju comme dans Godzilla premier du nom, enfin au moins ça. Celui de Gareth Edwards, effectivement. Mais une fois de plus, les combats sont démystifiés par des dialogues qui tentent de rationaliser tout. Là où le film original de Kondo faisait en sorte que on essayait d'expliquer par la science, mais finalement le mythe l'emportait, et donc on a beau nous dire c'est un lézard nucléaire, c'est juste un dieu vengeur. Là c'est l'inverse, ça veut dire que c'est une créature mystique qui vient des âges profonds. On essaie toujours de nous rationaliser ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. C'est notre ami, c'est ça ? Ah oui, c'est notre copain surtout. Voilà, la vision occidentale du kaiju Eiga tente toujours d'humaniser Godzilla et de mettre les persos humains au centre du monde, comme quoi il y a un humain qui peut devenir copain avec un fucking lézard de 300 mètres. Et les Japonais le tentaient de temps en temps ça dans plusieurs films, mais ils avaient quand même l'intelligence que ça ne prenne pas le pas sur le récit en général dans les films
de la Toho. Et en plus, même s'il y a quelques idées dans les combats qui sont superbement rendus par les VFX, et je dois bien reconnaître que l'argent est vraiment mis pour que les combats ils aient un peu de tronche, il y a pas mal de choses qui tombent à plat, les combats sont souvent un peu bof, et mis à part un ou deux trucs que j'avais envie de voir, comme Godzilla qui se fait prendre par les 3 têtes de lead dans un truc de catch assez fou, pas grand chose à en tirer. Donc au final, Godzilla 2, Roi des monstres, c'est un film dans la mouvance de ce que produit Legendary Pictures actuellement. C'est-à-dire des films sans réelle saveur qui tentent de capitaliser sur des réels de renom, alias Guillermo del Toro dans Pacific Rim par exemple, pour ensuite laisser la licence à d'autres tâcherons qui sont moins qualifiés que Monsieur del Toro, ou alors des licences déjà cultes comme Gundam qui arrive prochainement, ou Godzilla dont on parle actuellement. Mais je trouve un peu dommage de confier à des réas peu inspirés de tels projets. Que ça soit pour prolonger un mythe ou au contraire le détruire, je pense qu'il faut une réelle vision sincère, et je ne pense pas que ça soit le cas de Michael Dougherty. Très plat dans sa vision du Roi des monstres, Dougherty, et malgré un budget conséquent, n'arrive jamais à atteindre la maestria par exemple d'un Shin Godzilla que Hideaki Anno nous avait produit il y a maintenant 3 ans. Ce qui prouve une fois plus que quand on veut raconter une bonne histoire, c'est pas l'argent qui fera de vous le roi des conteurs. J'ai envie de dire. Mic drop. Toi, Daniel, tu l'as vu hier ou ce matin ? Ce matin, écoute, je me suis dit, je vais prolonger ma nuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut que je revienne sur un truc quand même dans ce Godzilla. La première scène, alors rappelons que dans le précédent film, Godzilla a sauvé l'humanité. Donc c'est quand même chouette, c'est quand même un bon achievement, on peut aimer Godzilla. Mais la première scène, tu vois la ville en train de se faire détruire sous le combat de Godzilla, et donc les deux parents à la recherche de leur enfant qui vient de mourir, enfin qui sont à la recherche dans les décombres. Et cette scène m'a beaucoup rappelé Batman v Superman, ce qui est un très mauvais moyen de me lancer dans un film en fait. Tu vois, tu pars de très bas. Et je me suis dit, ah merde, ça va être ça pendant tout le film, ça va être que de la merde. Et effectivement, je pense que c'est un des plus mauvais films de Godzilla. Si celui d'Emmerich n'existait pas, c'est vraiment, ça met la barre très bas en termes de cinéma. Il y a rien à voir. Tu comprends plus si c'est la tête de Ghidorah, si c'est Rodan. Tu sais plus qui est qui. Il y a Ken Watanabe, pauvre Ken Watanabe, qui est obligé de faire regarder en plissant les yeux l'écran en disant la civilisation est bientôt perdue, et sur limite on lui dit des espèces d'anecdotes genre d'origine asiatique et tout. À un moment il dit même que c'est parce qu'il l'a lu dans un fortune cookie, donc on en est à ce niveau là d'écriture. Il me semble que c'est une blague dans le film, mais c'est vrai que c'est quand même très problématique. C'est compliqué. Non, mais c'est vraiment écrit avec les pieds. Après moi, tu vois, le fait qu'il y a un scénario pourri, ça s'appelle Godzilla King of Monsters, tu vois, j'ai envie de voir des villes qui se font péter, j'ai envie de voir des reptiles géants, voilà, j'ai envie de voir ça, et en fait tu le vois même pas tant que ça. Et en fait, pour moi, c'est ça que j'aimais dans Godzilla, c'est que c'est quand même un cum dans une combinaison en caoutchouc. Et tu parlais de Shin Godzilla à forte raison. C'est que Shin Godzilla, c'est un film génial, alors qu'on ne compte pas tant de Godzilla que ça. Et en plus, il est même plutôt genre mal fait. Il est à un moment, il rend pas 4 pattes. Il a une tête un peu dégueulasse. Et pourtant, le film est génial parce qu'il te parle d'autre chose. Il te parle de la difficulté que les consortiums auront à se mettre d'accord avec les gouvernements. Alors que là, t'as une compagnie qui est là, l'espèce de, comment elle s'appelle déjà ? Monarch. T'as une compagnie, genre ils ont des bases secrètes, mon gars, c'est Mask. Ils ont des bases, ils ont 27 bases secrètes dans le monde. D'où vient l'argent ? Genre, c'est Cahuzac, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais il y a vraiment, genre, je me suis dit, mais d'où vient la thune ? En 4 années, ils ont réussi à mettre en place une structure de 27 bases avec en Nord Arctique. Ça vient de Kong, en fait. Ouais. Déjà, dans Kong, il y avait la société Monarch qui existait, donc où ils peuvent faire croire que depuis la fin de la Seconde Guerre, ils préparent le truc. Mais c'est vrai que c'est quand même très random qu'ils aient réussi c'est la même société, mais ils ont réussi à garder secret que Monarch, ça fait 60 ans qu'ils sont secrets, ils sont découverts la van Godzilla. Ils passent en tribunal et je fais non. Donc c'est la même société qui a envoyé Captain Marvel sur cette île pour prendre des photos alors qu'elle prend jamais une seule photo. Ah, ces films m'énervent, leur écriture m'énerve, c'est nul, c'est vraiment pas bien. Voilà, je suis désolé. Jonathan, Chloé, est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir ? Là, la référence à Batman v Superman, non, pas vraiment, pour être honnête. Là. Chloé, mot de la fin. C'est un univers que je ne connais absolument pas. Je pensais que c'était un dinosaure, moi, en fait, déjà Godzilla de base, donc et non. et pas un lézard. C'est l'ami des
des enfants. C'est ça qu'il faut C'est pas ça. oublier. C'est Minira, l'ami des enfants. Bon, Moi j'allais dire Casimir, mais. bah, c'est un gros Casimir. Voilà. Non mais Shin Godzilla, bonne porte d'entrée et bonne porte de sortie aussi. Je pense que s'il y en a un à voir, ou l'original. Dans ou les celui-là. récents. Dans les récents. Moi j'aime bien Godzilla Final Mais Wars, oui, mais parce oui, que Godzilla mais Final oui. Wars c'est débile. C'est Godzilla qui se bat, il écrase celui de Roland Emmerich avec son pied. Non, il lui faut un coup de queue, Ouais. Godzilla tombe et là, coup nucléaire, c'est fini. Comme une grosse merde. Comme une grosse merde, en Voilà, 10 secondes. exactement. Le combat le plus court. Merde sera le mot de la fin. C'était le mot de début. Est-ce que c'est de la merde? On finit sur le mot merde. Je trouve ça magnifique. C'est le mot de la fin pour ce segment critique. On a Pseudoless sur le chat qui nous dit From Shin Godzilla to shit Godzilla real quick. Bon bah très bien. Voilà, le mot de la fin est donné. On se retrouve juste après la pause. L'homme pâle. Le morceau s'appelle comment? Oh, X-Men. Tiens donc. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bruit de pixels. Après cette pause musicale, je propose qu'on attaque directement le grand sujet de la semaine, à savoir les X-Men. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors, non, donc les X-Men, les amis, 1963, 2019, un sacré anniversaire, un film qui sort la semaine prochaine. D'où ça sort déjà les X-Men, Jonathan? Bah, ça a été donc créé par Stan Lee et Jack Kirby, sachant qu'il y avait déjà une histoire qui traitait d'un sujet un petit peu similaire. Il y a un an avant la création des X-Men, dans Amazing Adult Fantasy 14, il y avait un petit garçon qui était nommé comme un mutant, qui obtenait ses pouvoirs grâce aux radioactivités et qui était aussi très maltraité par l'humanité en fait. Et là du coup, donc là c'est ce qu'on voit là-bas, on a en 1963 le comics X-Men, donc avec la première équipe Beast, Cyclope, Iceman, Marvel Girl et Angel, donc avec le professeur Xavier contre Magneto, donc on a les bases de l'univers. Un comics qui donc va être publié, alors je crois que c'est pendant 6 ou 7 ans, là j'ai un petit doute, mais qui va donc finir par être annulé parce que les ventes seront décevantes on va dire, et c'est à partir de 1975 que le comics revient et qui va connaître un âge d'or, notamment avec quelqu'un qui va avoir un run de 16 ans, ce qui est presque, enfin ce qui est d'ailleurs il me semble inégalé dans le monde des comics, avec Chris Claremont qui va créer plein de nouveaux personnages et qui va donner les grandes sagas qu'on connaît. D'ailleurs c'est lui qui a impulsé quasiment toutes les sagas ou qui a donné des trucs de scénario à tous les films X-Men, en tout cas les X-Men principaux, et qui va donc qui va permettre à la licence de devenir une licence phare de Marvel. Donc là on est en quelle année? 73, 75 Alors 75, pour 75. Claremont c'est 75 à 91. Très bien, bon, on voit que c'est quand même une série qui a mis du temps à trouver son public. Comment est-ce qu'on explique ça justement? Daniel peut-être? Les X-Men c'est un cas à part du monde Marvel. D'abord dans les séries originelles parce que Avengers c'était celle qui réunissait un peu tous leurs super-héros. Ouais, t'avais eu Fantastic Four c'était la famille. Il y avait et les X-Men c'était des gens, c'était une classe en fait. Et ça c'est le truc qui est vraiment qui distingue le plus des X-Men des autres séries, tout du moins au début, c'est que c'est une école en fait. Et ça c'est un truc qu'il n'y avait pas encore dans les autres séries et surtout pas chez le concurrent d'ici. C'est que c'était des gamins rapportés de n'importe où. C'était des gens qui n'avaient rien à voir mais qui étaient unis par un lien de sang ou un lien Affectif, social, surnaturel qui est ils sont des mutants et ils ont été unis par le hasard et la génétique comme on dit. Et ça c'est un truc vraiment très différent. Ensuite Stan Lee et Kirby vont s'en éloigner très très vite de l'aspect école. Au fur et à mesure ça va devenir des super-héros assez normaux. Et ensuite il va se produire ce que tu parlais quand Claremont arrive, c'est l'internationalisation des X-Men, puisque tout d'un coup ça devient la série où il y a le plus de ressortissants étrangers. Et quand je dis étrangers, c'est pas des Américains, c'est-à-dire tout d'un coup il y a un Canadien qui arrive, Wolverine, il y a Colossus, Storm qui est d'un pays africain, Colossus qui est du RSS, il y a plein de personnages, Nightcrawler qui est allemand, il y a plein de personnages de différents pays, donc du coup il rajoute un côté cosmopolite à sa série. Et ce qui est intéressant c'est que surtout quand on voit aujourd'hui on vous dit le communautarisme c'est mal ou des choses comme ça, les X-Men c'est tout l'inverse, c'est une communauté, c'est des gens qui se réunissent entre eux et qui font en sorte pour améliorer le monde à chaque fois, ils sauvent à chaque fois le monde. Et j'adore une phrase d'Avoc qui dit si on était si mauvais qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on se serait barré, on n'aurait pas sauvé le monde des milliards de fois. Et moi j'ai une énorme affection pour les X-Men, c'était mon premier comics de ma vie, et je suis passionné par les X-Men parce que c'est une métaphore,
toujours. J'ai jamais été très fan de les directions. Vous me dites quand je vais arrêter. Non, mais voilà, la métaphore, on va y venir justement. Mais du coup, Chloé, pardon, tu voulais. Ouais, moi je voulais dire qu'effectivement, comme tu disais, ils ont commencé à intégrer des personnages qui venaient de plein d'horizons différents, ce qui pourrait nous sembler totalement normal en fait à notre époque, mais quand on prend les années 60-70, c'était pas quelque chose qui était très très courant. Mais ça a commencé à devenir très vite presque politique en fait, à toucher des thématiques assez importantes au niveau du message que ça renvoie en fait, le rapport entre les mutants avec le reste de la société qui pouvait renvoyer à du racisme par exemple. Mais même en plus de ça, c'est-à-dire que avant les héros étaient très américains, mais très new-yorkais surtout. C'est-à-dire que c'était vraiment ethnocentré sur une ville, Manhattan principalement. Enfin, c'est vrai que c'est petit à petit qu'on a extériorisé l'univers Marvel. Mais un autre truc qui est assez intéressant et qui avait pas beaucoup au début, c'est que le méchant, Magneto, et le gentil, Xavier, partagent le même but en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas le même moyen d'y arriver quoi. Donc alors tout début c'était quand même vraiment méchant, gentil, oui. Mais les Stan Lee et Kirby ils ont tout de suite dit qu'ils s'étaient inspirés de Martin Luther King et Malcolm X pour les personnalités, ce qui est assez intéressant parce que globalement les deux gars ils étaient quand même sur les mêmes idées de reconnaître la valeur des leurs et ils avaient juste pas le même but quoi. Et c'est ça qui donne une grosse partie du sel des X-Men quand même. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme, c'est-à-dire que Xavier et Magneto partagent le même but, mais pourtant il n'y avait pas une conscience de vouloir dire quelque chose à travers les mutants. Au début, Stan Lee considère que les mutants c'est une justification scénaristique un peu facile pour ne pas avoir à faire d'origin story à chaque personnage. C'est ça qui est assez intéressant dans ce genre de truc. De nos jours, on essaie toujours de chercher tout de suite un symbole profond, quelque chose de machin. Je pense qu'à l'époque, ils écrivaient par exemple de Spider-Man, quand il crée Spider-Man, il explique que la raison principale, c'est qu'il s'est dit faut toucher le public adolescent. La plupart des personnages ados dans les comics, c'est les sidekicks, c'est les Robin et ça. Donc j'en fais un ado et je lui mets des problématiques d'ado pour que ça se vende. Il cherche pas forcément à toucher quelque chose par un symbole ou une idée. Et ça se crée naturellement parce que c'est des idées puissantes de base. Daniel ? En fait, il y a beaucoup de ça en fait. C'est que il y a la dramaturgie de ne pas en avoir fait une famille, mais des gens qui se connaissent et qui sont dans une classe en fait. Ça donne une dramaturgie de soap opéra en fait. C'est ça qui a fonctionné dans l'X-Men et quand la série continue dans les années 70, c'est ça qui fonctionne en fait. C'est les liens tout d'un coup, Wolverine qui arrive et qui essaie de draguer Jean Grey. C'est ça tout d'un coup qui intéresse les gens et qui met du sel. Le fait est d'avoir inclus très vite, c'est une des premières séries à avoir inclus un anti-héros aussi fort que Wolverine, puisque Wolverine à l'origine tue sans aucun remords. C'est un méchant de Hulk à l'origine. C'est un mec qui a été vraiment bricolé pour tenir un combat contre Hulk, ce qui est déjà pas mal, hein. Tu sais, il y a peu de gens qui peuvent s'enorgueillir de ça. Et quand il a été intégré dans les X-Men, tout d'un coup on avait un antagoniste dans l'école, et du coup c'est ce qu'on appelle du bridge drama quoi. On peut faire c'est Evangelion quoi. On peut maintenir la caméra que sur les gentils et les gentils qui se parlent entre eux pendant un numéro, et clairement t'étais connu pour ça, c'est-à-dire ils faisaient des numéros entiers où ils faisaient juste une partie de baseball et en utilisant leur pouvoir, et du coup t'avais de la dramaturgie, t'avais de l'affect pour ces personnages, et puis c'est ça aussi un truc important, c'est qu'il y avait de l'identification, c'est que très vite tu te faisais ton préféré. Moi, évidemment j'étais russe, Colossus s'est imposé, c'était le seul héros russe, mais en plus il y a cette espèce de mélancolie de ma terre natale que j'ai quittée et tout. Pour moi ça me parlait à fond, et non vraiment c'est un truc que j'aime énormément, c'est l'aspect identitaire et identification des X-Men. Alors l'aspect identitaire est peut-être venu de manière plus explicite justement avec Chris Claremont, tu le disais, en 75. Du coup les mutants deviennent une métaphore pour contourner la censure du Comics Code Authority. On peut dire ça ou pas? C'est-à-dire que, alors, moi, de ce que j'ai lu, c'est vrai que clairement, t'as pas pu faire certaines histoires parce que les sexualités alternatives n'étaient pas acceptées par. C'est-à-dire que le Comics Code était déjà depuis 71-72 avait été beaucoup moins restrictif, mais effectivement sur la représentation, notamment des minorités, de la communauté LGBT, c'était très compliqué. Donc c'est sûr que là, notamment, c'était par rapport aux origines de Nightcrawler, je crois qu'il y avait par rapport à qui voulait faire. Quelque chose là-dessus, là j'avoue, je me suis. Puis le personnage de Mystique, par exemple, c'est aussi. ça aussi. Sur les origines de Nightcrawler. Mais en plus, vous parliez de la classe, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous les ennemis des X-Men qui se sont rajoutés aussi. Des ennemis qui les rejoignent, des ennemis qui peuvent venir de leur rang.
Ce qui faisait, il y avait pas que c'était très international aussi parmi les méchants, parmi la confrérie des Nouveaux Mutants, et parmi aussi tous les spin-offs que Claremont a fait, parce qu'il y a eu les New Mutants, il y a eu X-Factor. X-Factor, et en plus c'est là où on a eu des personnages comme Légion. Bon, plus tard, ça c'est pas Claremont, mais Deadpool, c'est qu'il y a une mythologie qui s'est créée, mais qui a dépassé le simple cadre des X-Men. Il y a un truc qui me paraît important dans les X-Men, et j'aurais bien voulu mettre un peu l'emphase là-dessus, c'est que c'est des gens détestés en fait. Et ça, c'est le plus important, c'est que autant Spider-Man il a une petite affecte dans sa rue, autant les Avengers sont reconnus et parfois financièrement aidés par le gouvernement. Les X-Men de base sont détestés par les gens. C'est les ennemis d'État, limite. Ils font partie des mutants qui sont quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on déteste naturellement. C'est ça le propos. Des grands remplaçants. C'est le classique, je ne te comprends pas, donc j'en ai peur, et j'en ai peur, du coup je veux t'éradiquer. C'est clairement une métaphore du racisme à l'origine, avant d'être LGBT. Et des déviances de l'anticommunisme aussi. Ouais, dans l'absolu. Enfin, après, tous les bandes dessinées étaient là-dessus. Ça vient du fait que c'est l'origine de leur pouvoir en fait qui crée ce que tu dis là, parce qu'un Spider-Man ou un Hulk, on sait que c'est des radiations qui leur donnent ces pouvoirs, donc c'est plus ou moins des victimes de la technologie. Là, ça a fait peur parce que globalement, ils sont l'évolution, quoi. C'est ce que dit Magneto dans le premier film. Il dit l'avenir, c'est nous. Les films, c'est plus tard. Oui, mais je donne la phrase, il le dit parce que pour moi la phrase est assez claire. Tout est dit. C'est l'avenir, c'est nous, c'est pas eux, quoi. Dès le début des comics aussi, on lit ça à l'atome, on lit ça à l'énergie nucléaire, au fait qu'effectivement c'est quelque chose. Ils sont de plus en plus nombreux. En tout cas, les mutants, ils sont appelés à pas à régner, mais en tout cas, on pourra pas les contourner. Et qu'est-ce qu'ils font en fait ? Qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir ? C'est dans le monde d'X-Men, on les appelle les Homo supérieurs. Ouais. Ça veut c'est la phase suivante des Homo sapiens. Et du coup, ce qui est aussi une particularité des X-Men, c'est que un de leurs méchants principaux, c'est les Sentinelles en fait. C'est littéralement des robots qui ont été faits pour les exterminer. Et ça, c'est des méchants comme il n'en existe pas dans les autres comics Marvel. C'est vraiment genre une organisation paramilitaire qui est là pour les détruire. Il y a un truc un peu similaire, c'est dans Spider-Man, il y a des robots anti-araignées qui sont créés de temps en temps. Les Spider-Slayer, c'est vraiment. Les Spider-Slayer, c'est un peu similaire, mais c'est plus anecdotique que les Sentinelles. Je suis d'accord. Ça n'a pas la même portée, parce qu'effectivement, c'est pas pour tuer une personne, c'est pour tuer entre guillemets une espèce. Donc c'est vrai que c'est très. Les connotations sont pas les mêmes. On touche du doigt peut-être l'une des grilles de lecture de X-Men, qui est la mémoire des génocides et de la ségrégation, avec notamment le personnage de Magneto, qui n'a pas été écrit comme ça au début. Au début, c'était juste un mutant fou, un méchant de James Bond un peu, mais alors là, c'est davantage un survivant de la Shoah qui sait ce que c'est que d'être victime d'un génocide et qui va se dire œil pour œil, dent pour dent, et on me la fera pas deux fois, quoi. En gros. Ouais, en gros, c'est un peu ça, mais de toute façon, ça revient encore une fois sur ce qu'on disait, sur la manière. Lui et Xavier ont le même but, seulement ils n'ont pas eu le même parcours de vie, et il y en a un qui pense que l'homme mérite pas sa place sur Terre, et que du coup, s'il y a un moyen de le remplacer, ça va se faire, et peu importe le moyen, de toute façon, le but final, ça va être ça. Xavier, il pense qu'il n'y a pas de supériorité, il pense qu'il doit y avoir une cohabitation, une coexistence, mais ça vient du fait qu'effectivement dans la réécriture des origines des personnages, Xavier il n'a pas subi un génocide, donc c'est pas facile pour lui, mais disons ils n'ont pas le même vécu, donc ça n'amène pas forcément pas à la même conclusion, quoi. Non, mais on revient, tu l'as plus ou moins dit, mais c'est le parallèle historique de, imaginons l'occupation, et tu avais les personnes qui disaient oui, mais les Juifs c'est des personnes comme tout le monde, et tu avais les Aryens qui disaient non, c'est une race inférieure et c'est à nous de dominer. On sent vraiment le parallèle. C'était une période où c'était encore sûrement très très chargé aussi émotionnellement, il fallait aussi l'extérioriser d'une façon ou d'une autre, donc ça a été une belle façon de le faire et de sensibiliser un peu. Le climax de cette métaphore raciale dans God Loves Man Kills, justement en 1982, qui sert de base à X-Men 2, où on a justement les humains qui deviennent peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas pour la première fois de manière aussi accentuée, les méchants qui vont éradiquer les mutants. Et donc là, justement, Xavier et Magneto doivent s'unir. Et je sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de ça dans la saga X-Men, où justement Xavier et Magneto vont un peu brouiller les lignes. Est-ce que
Tu veux dire à chaque fois que Magneto a rejoint les X-Men? Oui, il y en a eu des Voilà, dizaines. quand même, ouais. Des Uncanny X-Men 200. Xavier est mortellement touché après un accident et du coup Magneto reste et c'est la première occurrence de Magneto dans les X-Men, mais après à l'époque c'est encore un criminel de guerre, il a coulé un sous-marin entier, un sous-marin russe d'ailleurs, donc mais vous savez les comics, il suffit de passer quelques numéros et ça va mieux, ça peut tout changer, ça peut changer. Et non, mais il a été plusieurs fois, il s'est chargé des enfants des New Mutants. C'est un mec qui a souvent prêté main forte aux X-Men. En ce moment même dans les X-Men, je crois que en même temps c'est un cas particulier parce que dans un mois ils vont tout changer à nouveau, mais voilà, c'est un mec qui revient régulièrement dans l'échiquier. C'est aussi un mec qui était là quand les X-Men ont eu du mal, hein. C'est pas juste un méchant aujourd'hui, c'est pas juste un méchant de BD. C'est pas le seul, en plus t'as Emma Frost qui avait rejoint aussi les X-Men et dans une position quand même assez forte. T'as eu plein de méchants qui ils ont rejoint à un moment parce que voilà, mais parce que finalement il y a l'idée que, de ce que j'en ai vu ou ce que j'en comprends, que finalement ils sont pas si différents les uns des autres, c'est plus une différence de point de vue, à part peut-être pour certains qui sont irréconciliables. Je suis pas sûr que le Fléau il est beaucoup rejoint les X-Men, là, je vais m'en avoir, mais en tout cas c'est sûr que la plupart ils ont au moins été tentés d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. On a sur le chat l'évocation d'un méchant, je ne résiste pas, je rigole, c'est juste avant la pause musicale, mais Onslaught, quelle place est-ce qu'on donne à Onslaught là-dedans? C'était un event fait à partir de bon, alors il nous faut un super méchant, qu'est-ce qu'on peut faire que plus méchant que un gars qui a la psyché et de Xavier et de Magneto, quoi. Je crois qu'ils ont littéralement tiré les dés pour savoir qui allait écrire ça. Mais ça a relancé, on rigole, mais ça a relancé les X-Men pendant des années puisque ça a donné Age of Apocalypse. Ça aussi, un truc qui est assez intéressant avec les X-Men, c'est que c'est la série qui se prête le mieux aux situations post-apocalyptiques. C'est la série par laquelle est née toutes les histoires de futurs alternatifs, que maintenant il y en a, enfin une histoire de futur alternatif, il y en a eu un par mois dans le monde Marvel, mais avec Day of Future Past et ensuite tous les univers Age of Apocalypse, il y en a eu des dizaines et des dizaines. C'est devenu une poule aux œufs d'or. C'est d'ailleurs étonnant de voir aujourd'hui que les X-Men avec l'influence du cinéma sont passés derrière en fait. C'est-à-dire que maintenant c'est le monde Marvel, Avengers et compagnie qui ont plutôt la cote, quoi. On va y venir. Merci pour cette très belle transition. Du coup on se retrouve juste après la pause musicale, j'ai envie de dire, pour aborder l'univers cinématographique des X-Men. Pour la pause on va s'écouter Phoenix, tiens donc, morceau Fences. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec Cédric, Jonathan, Chloé et Daniel. Est-ce que ça va les amis? Oui. Très bien. Du doigt parce que sinon si on bouge plus on meurt. Très bien, effectivement, tu ça va, petit hammam sympathique du dimanche après-midi. On est parti du coup pour la deuxième moitié du débat consacré à X-Men. On a évoqué le sujet très rapidement, Daniel tu l'avais évoqué avant la pause, le cinéma, parce qu'il faut dire que X-Men c'est la saga qui en 2000 évangélise un peu les masses aux vertus des super-héros. Est-ce que ça s'est fait facilement ou est-ce que ça s'est fait dans la douleur, cette transposition des X-Men au cinéma? Alors, toute la pré-production, ça a été un peu compliqué, puisque ça faisait déjà quasiment 15 ans qu'il y avait des écritures, réécritures, tout le monde est un peu passé par tous les niveaux. Il faut savoir que le premier film, un peu, on va dire, nouvelle génération de super-héros, parce qu'il y en avait déjà eu qui ont été faits dans les années 60, 70 et même un peu 80, mais dans les années 90, c'est pressenti très longuement. Il y a eu Cameron qui voulait... qui était producteur avec Catherine Gilot à la réalisation. Mais en fait, après, ils ont voulu réaliser Spider-Man. Enfin, c'était un bordel sans nom, mais comme beaucoup à cette époque, surtout qu'il y a Carol Co dans les bails, et Carol Co, fait banqueroute en 80. C'était compliqué tout ça, mais après l'acceptation du public, plutôt bien. Le premier film a extrêmement bien marché. L'année après, Spider-Man a fini d'asseoir le fait que on pouvait faire des films sur des gars en collant et que ça pouvait rapporter de l'argent. Attention, pas de spandex. Même si effectivement... C'est une vanne de Joss Whedon, figurez-vous. C'est Joss Whedon qui l'a glissé à Bryan Singer. Dans le premier ? Dans le premier. Ah ouais. Disons, c'est la blague la plus naze et c'est Joss Whedon, je suis désolé. Mais Yorodic aussi était pas mal. Mais c'est naze. Ah, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ces vannes. Du coup, pardon, on t'a interrompu. Eh ben non, c'est pas grave. Du coup, voilà, on arrive à ce truc-là que les mecs ils croyaient pas trop et donc il y a eu quelques concessions, dont pas de costume en latex, effectivement, des combis noirs parce qu'il y avait Matrix 2 ans plus tôt. 99. Oui, donc 2 ans. Oui, donc 2 ans. Oui, voilà. Donc faut faire du sobre
pour faire du classe, voilà. Faut dire qu'il y a eu énormément de choses qui ont été rabotées du projet initial. À l'origine, il fallait mettre Beast, Angel, Diablo, la Fox a refusé, il y avait un plafond de budget, les acteurs qui voulaient être choisis n'étaient pas disponibles ou alors refusés, enfin c'était un vrai bazar. Ça demande du make-up, hein. Mystique, mine de rien, c'était je crois 4 à 6 heures de make-up par jour quand elle faisait des scènes, c'était pas... On est en 2000, faut se rappeler 2000-2001. Et puis c'était tout le corps qui était... Ah, c'était tout son corps qui était pas en plus, oui bien sûr. Tout le corps. Donc on est en 2000. Daniel, où étais-tu en 2000 ? En 2000, écoute, j'avais déjà fini la fac. C'est une indication de mon âge. Et surtout, moi j'étais prêt pour les super-héros, puisque tu sais quoi, en fait, avant X-Men, on oublie de le dire, mais il y a eu Blade. Et Blade a complètement pavé le chemin il y a eu Men in Black aussi, mais qui a pavé le chemin des films de super-héros. Et quand X-Men est sorti en 2000, je me suis dit, ça y est, ça fait 20 ans qu'on nous en parle, quoi. Parce que déjà Iron Man, tu sais quoi, on a arrêté d'y croire. Moi je lisais Wizard à l'époque, et je sais pas si les gens connaissent Wizard, c'était le premier mag de comics à l'époque américain, et Wizard tous les mois ils disent ouais, X-Men est en production, X-Men, et genre au bout d'un moment j'ai arrêté d'y croire, et en fait il a fallu que j'attende encore une dizaine d'années jusqu'à Avengers pour me dire ah ouais, en fait putain ça y est, en fait ils sortent en rafale, en fait, et j'avais arrêté d'y croire toutes ces années. Alors cinématographiquement je trouve que justement X-Men le premier, enfin, je trouve qu'ils se tiennent pas trop, en fait. J'ai pas de gros affect, en fait, sur ces films-là, parce que c'est pas mes personnages à moi, et dès le début, en fait, j'ai compris que fallait accepter que ces personnages vivent et qu'ils sont populaires chez certaines personnes. Je me souviens des gens qui se faisaient tatouer des X partout sur le dos et des machins, trucs comme ça, et alors que tu vois, les X-Men ils sont dans mon sang depuis que j'ai 4 ans, depuis le début des années 80, tu vois. Donc ouais, j'avais pas de... Ok, j'ai vu, ok, ça commence, c'est un phénomène, mais c'est pas du tout le mien. C'est surtout que très vite il y a eu le personnage de Wolverine qui s'est vraiment imposé. Hugh Jackman, qui justement, on en parlait avec Robert Pattinson, qui au départ le choix avait été critiqué, finalement maintenant il est devenu... Ils voulaient Russell Crowe, puis ils ont pris Keanu Reeves, et puis en fait personne pouvait au final, de refus en refus. 3 semaines avant qu'ils l'ont pris, c'était un truc comme ça, il était pas du tout connu au bataillon à l'époque. Il était connu mais à Broadway, quoi. C'est-à-dire que lui il vient du musical, donc c'est vrai que c'était peut-être pas le choix le plus évident dans la tête des gars quand ils ont commencé le truc. Surtout que Daniel le dit souvent dans ses podcasts, mais Wolverine il est petit et trapu, et Jackman juste il fait 3 têtes de plus, quoi. Il fait 2 mètres, et pour moi ce qui fait la personnalité de Wolverine, c'est qu'il fait 1m50, quoi. Donc Jonathan, c'est aussi qu'en plus t'avais un Cyclope. Alors dans le premier film il s'en sort à peu près, mais après c'est la déchéance de mon pauvre Cyclope. Mais par contre c'est vrai qu'ils ont fait une line-up au départ donc assez restreinte, avec en gros Cyclope, Jean Grey, Wolverine et Tornade. Et l'avantage c'est que ils avaient le minimum, ils ont étendu avec X2 et beaucoup trop avec X3, mais ça plus tous les jeunes qu'il y avait dans l'école, mais finalement c'était une bonne porte d'entrée, parce que même si effectivement c'était pas Spider-Man, à savoir c'était pas le comics remis sur grand écran, pour des gens qui connaissaient pas le comics, c'était en gros c'était une bonne introduction. Disons quoi, l'enjeu de X-Men, faut rappeler, c'est après Blade, mais c'est avant Spider-Man, c'est de légitimer ces figures-là qui sont encore très contre-culturelles. Les comics sortent de 10 ans de crise, le lectorat se renouvelle pas forcément. Excuse-moi, vas-y. Ça casse un petit peu le schéma où on fait un film sur un super-héros en particulier et c'est son histoire à lui. Là, les X-Men, il y a plein de personnages à traiter, en fait. On a 10, 15 personnages. Certains seront peut-être un peu plus importants que d'autres, mais ça, pas nécessairement dans le même film. Ce sera dans un arc proprement parlé. Donc il faut réussir à instaurer cette histoire, justement, ne pas laisser trop les personnages de côté, réussir à les faire se développer, faire comprendre aux spectateurs en très très peu de temps qui ils sont et pourquoi ils sont là. Et c'était un sacré défi à relever. Et puis au cinéma, on sort de l'ère Batman et Robin aussi, et on est effectivement, si tu parlais de légitimité, quand tu ouvres avec Auschwitz, clairement, tu ancres ça dans le réel. Tu tentes de le faire. Après, il faut voir le résultat, mais c'était la volonté. Daniel, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, il y a eu une intelligence qu'a eu Bryan Singer, c'est qu'en fait, il a déplacé
le principe de la haine des mutants, qui est complètement le sel complètement des X-Men, et il en a fait une métaphore de l'homosexualité en fait. Et c'est vraiment ça, c'est genre, est-ce que tu restes caché avec ton pouvoir de mutant, genre Wink, c'est vraiment c'est très évident, à tel point que dans X-Men 2 il y a une phrase où est-ce que tu as essayé de ne pas être mutant, où Iceman révèle à sa famille qu'il est un mutant, et enfin, est-ce que tu as déjà essayé de pas être un mutant, et qui est la phrase typique qu'on disait du coming out, et les parents qui refusent le coming out de leurs enfants. C'est des thèmes qui étaient déjà dans la BD, hein. Iceman lui-même a lutté 30 ans pour que ses parents comprennent ce que c'est qu'un mutant, et le jour où il leur annonce son homosexualité, alors là du coup ils se sont dit ah putain man, t'étais un mutant mais maintenant tu nous annonces ça, on n'était pas prêts. C'est des thèmes qui sont assez intéressants, et surtout qui nous rappellent un truc, c'est la représentativité, c'est-à-dire que quand t'as des gens à qui tu peux t'identifier, c'est toujours plus simple en fait, et on l'a vu récemment avec Black Panther, c'est que moi je voyais tous les petits gamins, les petits neveux de mes potes et tout, ils sont tous noirs, et tout d'un coup ils ont quelqu'un pour s'identifier, et Wakanda Forever c'est un truc très très fort pour eux, donc moi je me mets à leur place. Moi j'avais mon petit Colossus quand j'avais 5 piges et tout mélancolique et tout, en fait c'est ça qui est important dans les X-Men, c'est que tu peux t'identifier au badass Wolverine si tu veux, mais tu peux aussi avoir Nightcrawler qui est quand même un mec un peu foldingo, et qui en même temps qui est mystique, mais dans le sens mystique. Alors ouais, ils l'ont fait vraiment trop christique pour moi dans les films, mais en tout cas c'est ça qui est important, c'est qu'ils ont tous un rôle à jouer dans cette histoire, et tu peux tout t'identifier. Si tu veux avoir Jean Grey, parce que c'est une femme ultra forte et tout, tu as Jean Grey, Storm qui est littéralement une déesse de la météo, quoi. Il y a plein de personnages intéressants sur lesquels tu peux revenir et t'attarder, et c'est pas pour rien que dans les X-Men aujourd'hui ils continuent à évoquer tous les faits de société, que ce soit dans les BD ou dans les films. Il faut dire aussi que le premier X-Men, c'est un film qui sort avant le 11 septembre, et que le deuxième X-Men va pousser la métaphore avec peut-être plus d'urgence et plus de verve. Le X-Men 2 il commence direct par une attaque sur le président des États-Unis. Je pense pas que ce soit anodin, très bien réalisé en plus, mais c'est clairement on essaie de faire passer ça pour une attaque terroriste pour créer un sentiment anti-mutant. En mode Colin Powell avec sa petite fiole. Nous sommes en guerre. On passe du listing très McCarthyiste à justement une approche très il y a nous et puis il y a les terroristes, et du coup il faut se battre contre les terroristes. C'est vrai qu'on a senti vraiment le changement à l'époque qui s'est fait. X-Men 3 c'est peut-être un peu moins heureux, on a eu les 2 spin-off Wolverine, la saga c'est peut-être un petit peu perdu, à regagner peut-être une partie du cœur des fans avec First Class, notamment toi Cédric. Moi j'ai toujours eu du mal avec les films X-Men au cinéma, j'ai toujours été plus Sam Raimi et Spider-Man, je trouvais qu'il avait mieux compris comment filmer un comic book, en tout cas comment essayer de créer quelque chose. Les X-Men, les premiers en tout cas, ceux de Singer ne me plaisent pas trop, même si je reconnais quelques idées, et First Class c'est très intéressant parce que au demeurant que c'est une nouvelle genèse, c'est une genèse assez intelligente qui prend des partis pris radicaux qui n'ont pas plu aux fans, par exemple que Mystique c'est la sœur adoptive de Xavier, ce genre de choses, mais qui rendent l'amitié et l'inimitié de Xavier et Magneto encore plus profonde en fait à ce niveau-là, parce qu'il y a un rapport encore plus charnel qui se crée entre ces 3 protagonistes là, et même il y a des scènes assez intéressantes, par exemple lier ça à la crise des missiles de Cuba, je trouve ça assez brillant, surtout que c'était l'époque où les noirs n'étaient pas acceptés, les femmes n'étaient pas acceptées, enfin vraiment les années 70 c'était quand même très compliqué, enfin 60-70 c'était très compliqué pour beaucoup de gens, et Matthew Vaughn il a beaucoup de très bonnes idées je trouve, que Bryan Singer, voyant le vent tourner, dit et si je liais ça à mes mutants à moi pour refaire mes idées à moi qui étaient trop bien, mais ça donnera les moins bons Day of Future Past et surtout le Apocalypse, quoi. Qui est quelque part sur le plateau, je sais pas où. Daniel. J'aime bien First Class en fait, surtout parce que ça nous a donné Fassbinder en Magneto, qui est vraiment bien en jeune Magneto. Et surtout, il y a cette scène du début où t'as Magneto en col roulé qui part à la recherche des nazis en Argentine. C'est génial. Et tu sais quoi, en fait, je voudrais tout le film avec Fassbinder en col roulé qui chasse des nazis en fait. Je pourrais regarder. Il parle plusieurs langues aussi. Je pourrais regarder que là-dessus quoi. Et c'est vrai qu'il a une classe, et au bout d'un moment, sa classe de First
First Class, elle s'estompe un petit peu puisque en fait t'as l'impression qu'ils sont tous pris en otage ou que Bryan Singer il a des dossiers sur tout le monde. Maintenant c'est tout le monde qui a des dossiers sur lui. Mais t'as l'impression que personne n'a envie d'être là et Qui savent pas quoi faire de leur personnage. au fur et à mesure, tu vois la pauvre Jennifer Lawrence, elle est traînée de film en film. Tu sens que les contrats, enfin, c'est ridicule. Et surtout que ça se tient plus de film en film. En fait, Vaughn il avait essayé quand même de recréer quelque chose. Et Singer arrive avec sa propre mythologie. Il essaye de lier les deux dans des trucs qui se tiennent pas forcément. Et en fait, de film en film, il y a des trucs qui ne se tiennent pas. Et surtout, le parti pris, c'est que chaque film se passe 10 ans après le premier. Mais les personnages ne vieillissent ils ont pas vieilli. visuellement. C'est-à-dire que Quicksilver, que tu rencontres du coup à 17-18 ans dans Day of Future Past, Apocalypse, il a 30 ans, quasiment 30 ans. Il a pas bougé visuellement et c'est problématique. Comme nous. Les autres personnages, ça fait quand même 25 ans qu'ils se connaissent. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis notamment pour les personnages de Mystique et Magneto, à chaque fois on essaie de leur donner du drama un peu artificiel, quoi. Notamment Magneto qui est méchant, gentil, qu'on sait pas trop. Magneto Uchiwa. Et du coup, il arrive un film qui vient tout sauver dans mon cœur, c'est Logan. Ah bah oui, effectivement, Logan. Bah, j'allais y venir justement parce que la saga quand même a réussi à imposer des spin-offs parmi lesquels les 3 Wolverine, dont Logan et Deadpool. Et Logan, c'est encore plus fou. Je vais vite sur ça, mais Logan, en gros, ça a été fait avec la vision que Mangold il a dit. Ok, le 2 était foiré parce qu'en gros, la production a demandé trop de trucs et ni lui ni Hugh Jackman étaient contents. Ils ont dit. Laissez-nous faire ce qu'on veut. C'est mon dernier film et Hugh Jackman a dit s'il vous plaît, je baisse mon salaire s'il le faut, mais laissez-nous faire notre vision. On fait un mature, on fait, je sais plus comment on appelle en anglais, mais en gros interdit au moins de 17 ans. Rated R. Un rated R. On fait pas un PG-13, on arrête. On fait un Logan un peu plus violent. Vous nous laissez écrire ce qu'on veut et pire ça plaît pas, vous ferez un reboot comme vous faites tout le temps quoi. Et ça donne que c'est un film visuellement assez dingue, qui a extrêmement, ça s'appuie dans le Shambhala, ça puise dans le western, ça a quand même une idée très forte qui rejoint le début de la série, qui est que on t'explique qu'il y a presque plus de mutants et tu découvres à la moitié du film, mini spoil, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais que globalement c'est l'industrie agroalimentaire qui crée ça avec le corn syrup en gros qui bloque le gène mutant. Et il faut savoir qu'au States il y a un vrai truc que le corn syrup c'est en train de bloquer beaucoup de trucs dans les hormonales en fait chez beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de croissance, qui ont des maladies, du diabète très tôt qui ne vient pas. Bref, c'est juste fou. Je vais arrêter de boire du coca là. Bah voilà, c'est ça. On est à l'eau aujourd'hui. Chloé ? Ouais, et puis après on enchaîne sur Deadpool. Deadpool qui a un peu cassé les codes de ce qu'on connaissait de l'univers X-Men, parce que ça a été un peu le anti-héros, le potache, un peu vulgaire sur les bords, mais bon, c'est cet humour gras qui nous fait bien rire. Mais bon, qui est rattaché directement à l'univers X-Men parce qu'on voit différents X-Men qui apparaissent, même si, paradoxalement, il se rapprocherait presque plus d'un Avenger que d'un X-Men sur la façon dont il est devenu un super-héros. Ça lui a été imposé un peu au même titre que Wolverine. C'est un sujet, c'est une victime collatérale du programme X, Weapon X. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Le truc intéressant avec Deadpool, c'est que Marvel et tout le monde a senti qu'ils avaient une poule aux œufs d'or. Même avant que le premier film Deadpool sorte, il y avait 3 titres Deadpool par mois. Ils ont sorti qu'il y avait un vrai gros filon, donc du coup ils se sont dit peut-être qu'on peut le caser dans les X-Men, peut-être qu'on peut, en poussant un peu, on peut peut-être le mettre dans les Avengers, genre c'est débile. Du coup il y avait un comics Deadpool Spider-Man, tu vois, qui n'a aucune raison d'être à part il y a Deadpool et Spider-Man qui sont ensemble, et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est un peu un personnage transmédia, qui est devenu un personnage transmédia pour eux. On peut lui faire un jeu vidéo où il est en train de parler du jeu vidéo lui-même. Enfin, ça donne beaucoup de liberté aux auteurs en fait d'avoir un personnage comme ça. Du coup, est-ce que ça montre pas aussi sa faiblesse, c'est-à-dire du coup tu peux rien lui faire de sérieux, puisque de toute manière tu sais qu'à un moment il va regarder le spectateur en disant merde, on en est où dans l'histoire, on s'en fout, on pas directement à la fin. C'est le fait d'avoir un personnage immortel, et c'est ça que Logan avait réussi, c'est que Logan, tu vois sa mortalité, tu vois qu'il y a une limite à son pouvoir, tu vois qu'il y a une limite à sa vie. J'allais vous poser la question, quel bilan est-ce qu'on peut tirer maintenant que la fusion Disney-Fox est actée, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de la saga X-Men au cinéma en tant qu'alternative au Marvel Cinematic Universe? C'est-à-dire que aujourd'hui les attentes du public sont davantage formatées autour des opus Avengers, là où X-Men avait légitimé le film de super-héros auprès du grand public. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de la saga X-Men? Fassbender en pull.
C'est tout. Par rapport aux Avengers, comme tu le disais, c'est clairement pas le même, non seulement la même aura, mais quand on voit les problèmes de production, en fait, on n'a pas l'impression qu'ils savaient, en tout cas à la Fox, quoi en faire. Et bah finalement, t'as des Avengers, t'as du MCU 3 fois par an. Là, t'as un film, c'est quoi, tous les 3 ans de à peu X-Men, près. en gros, Tous les 2 ans et demi, ouais. Voilà. Il y a un classicisme un peu comme un James Bond ou un Mission Impossible. C'est-à-dire que c'est quand même, mine de rien, une licence en cinéma qui a quasiment 20 ans. Donc il y a plein de gens, ils ont 20 ans l'année prochaine. Ouais. Ils avaient 5 ans, maintenant ils ont bientôt 30. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui a fait. Les gens ont grandi avec cette saga, bon gré, malgré les mauvais épisodes, malgré les bons épisodes. Et il y a un truc un peu classique, tu vois, on y revient un peu de temps en temps. Là où Marvel, mine de rien, s'est imposé très vite, a sorti une petite calache et sort les films 3 par an, blablabla. 3, Ouais, mais pour l'avenir, à voir ce que ça va donner, ne serait-ce qu'au niveau des acteurs et des têtes qu'on a l'habitude de voir, parce que ça commence à faire un sacré paquet d'années qu'ils y sont. Certains ont leurs différents, d'autres non, mais c'est pas dit qu'on ait nécessairement tout le temps le même casting. Comment est-ce que ça va évoluer ? Est-ce que ce serait mieux de partir sur un reboot total de justement dans le MCU et repartir avec des nouvelles têtes qui, au moins, on saura qu'elles resteront là pour un certain temps, ou est-ce qu'on va encore avoir des incohérences de l'univers ? Parce que tu pars d'un format BD avec un multiverse, forcément tu peux te permettre de faire un peu tout ce que tu veux avec tes personnages, de pas les faire vieillir, dans un film c'est beaucoup plus compliqué, il y a d'autres réalités totalement dépendantes de notre réalité à nous qui interviennent dans cet univers. Disons en restant vague, d'autant que là où on est le MCU aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles. Oui. Il y a une grande différence avec le monde du cinéma et le monde de la BD, c'est que dans le monde de la BD, tous ces mecs-là, tous ces personnages, ils vont tous nous survivre, ils sont là dans 50 ans. Alors que dans le cinéma, il y a une stratégie, c'est qu'on tue les personnages au fur et à mesure. Tu peux tuer des méchants. Dès le premier film Batman, Joker est mort. Spoiler, désolé. C'est la mortalité qui change, et du coup, par la mortalité, on appelle ça aussi le changement de contrat. Vous allez le voir sans doute dans les prochains films de X-Men, sans spoiler, il y aura sans doute des morts, et c'est sans doute parce que les contrats n'ont pas été renouvelés. Ça se passe comme ça. C'est surtout que là, ça fait quoi, X-Men First Class, c'est 2011 2011, ouais. 2011, ouais, donc ça fait déjà 8 ans pour cette saga-là, on va dire. Donc c'est vrai que tu peux aussi tu peux renouveler. avoir d'autres projets, tu peux avoir envie de faire autre chose. Justement, tu disais avant l'émission d'autres projets, mais on a 2 acteurs, dont James McAvoy, qui partent pour la série adaptée de Philip Pullman à la croisée des mondes. Exactement, sur Amazon, qui sortira à la fin de l'année. Donc ça nous indique peut-être aussi ce dans quoi ils se projettent pour les prochaines années, et que X-Men, c'est peut-être... Enfin, ils passent à autre chose, quoi. Oui. Donc voilà, où seront les X-Men dans 10 ans ? Vous pensez qu'ils peuvent être réintégrés comme ça dans le MCU Comme ça, non, mais non, faut rebooter tout, moi je pense. Faut rebooter. Tu rebootes, ou alors tu les intègres dans 3-4 ans. Comment tu les intègres ? C'est beaucoup trop casse-gueule. Déjà, ils ont eu du mal à intégrer leurs deux timelines ensemble, et ça tient avec des bouts de ficelle. Tu refais tout, c'est comme les 4 Fantastiques, ils s'en foutent, ils refont tout, c'est Marvel, ils sont légitimes, ils le jouent comme ça de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils sont légitimes. Non, mais ils vont faire un nouveau truc dans le MCU. Ah oui, dans le MCU, mais je pense pas qu'ils reprendront les autres acteurs, ils vont tout reprendre de nouveaux acteurs qui pourront caster jeunes pour les avoir longtemps, tu vois. Enfin, le choix de Tom Holland, pareil, pourquoi prendre un acteur de 16, de 18 ans dans le premier film ? Parce que tu peux le tenir pendant 10, 15, voire 20 ans, tu vois, si lui il veut et s'ils peuvent le tenir. Comme dit Daniel, il vieillit, cet acteur. Zac Efron en Gambit, vous l'aurez eu ici en premier. Yeah. Toi, Daniel. Pardon, Chloé. Chloé d'abord, Daniel après. Le mot de la Il y a fin, aussi, c'est tout bête, mais on a déjà parlé plusieurs fois, le rachat de la Fox par Disney aussi. Donc on a un autre grand géant qui va être à la tête de cette licence-là. Donc à voir ce que eux ils veulent vraiment en faire. On a l'impression que dans la logique là de ce qu'on a pu voir cette année, ils sont en train de fermer des portes pour les ouvrir sur quoi ? Mais on a justement le Pseudolès sur le chat qui nous dit qu'on aura un reboot avec quelques nouveaux mutants. Nouveaux mutants, mot qui fait tilt. Oui. Typiquement, où est-ce qu'on va avec ce film ? Les films des nouveaux mutants. J'aime bien, c'est radiophonique. Ouais. Allez, Chloé, vas-y. Qu'est-ce que t'attends des nouveaux mutants ? Qu'est-ce que j'attends des nouveaux mutants Qui part en reshoot là encore. C'est celui avec Aria là ? Oui, tout à fait. Qui sort en fait. Oui. À part si on commence à développer des nouveaux héros qu'on n'a pas encore vus, ça va perdre de son intérêt. Je veux dire, on a déjà vu X-Men par 2 versions, moi une 3e, ça m'intéresse pas, très honnêtement, c'est pas ça que j'ai envie d'aller voir au cinéma. C'est le problème qu'avait eu Spider-Man, quoi. C'est que t'as eu de reboot, même en plus très, très rapproché dans le temps, et qu'il a fallu que MCU ils vendent le 3e, quoi.
Daniel, mot Vous de la parliez, si je fais le mot de la fin, vous parliez du rachat de Fox, et ça c'est un truc ultra stratégique parce que ça nous ouvre au contraire de superbes portes, puisque moi j'attends X-Men versus Predator, qui je pense est le film que j'attends le plus dans ma tête, ça a l'air parfait. Effectivement, dit comme ça, c'est pas dégueulasse. Alors, tu as grillé ta réponse en première partie du débat, donc c'est quoi pour finir, votre mutant préféré? Toi, tu l'as dit, c'est Colossus. Mon mutant. J'adore Colossus, mais j'adore Dazzler, moi. Je suis très très fan de Dazzler. Dazzler, c'est qui? Dazzler est... Très rapidement. On la voit une seconde dans le prochain film des X-Men. Voilà, on la voit 10 secondes dans le prochain film. C'est une mutant qui absorbe la musique pour en transformer en lumière et en laser. C'est littéralement le meilleur ami de tous les concerts. C'est Jean-Michel Jarre, quoi. Elle est chanteuse, c'est une star dans le monde Marvel. C'est-à-dire c'est une star, genre Dazzler, la chanteuse, tu vois. Et j'adore Dazzler parce que c'est une héroïne pop et vraiment. Et puis il y a un truc qui est très important dans X-Men, c'est que il y a beaucoup de filles en fait. C'est quand même une série très très féminine. On parle souvent de Cyclops et de Wolverine, mais en fait entre Storm, Jean Grey, Rogue, il y a vraiment plein de Kitty Pryde évidemment. Il y a. Ouais, mais vous me volez ma réponse pour mon héros préféré. Là. Attends, du coup, j'adore la dualité des frères Summers. J'adore Scott et Alex, donc Cyclops et Havok. Voilà. Chloé. Moi c'est Kitty justement. Autant la première saga de films de X-Men, mais pas trop plu, mais on avait Ellen Page dans le rôle, donc déjà ça, petit cœur. Dans le X-Men 3 uniquement, je rappelle. C'est juste dans le 3. C'est juste dans le 3. C'est juste dans le 3. Et après on la revoit aussi dans Days of the Future Past. Et maintenant son pouvoir, le fait qu'elle soit un peu handicapée parce qu'elle peut toucher personne à cause de cette... Alors ça c'est pas Kitty Pryde, ça, c'est Rogue. Ça c'est Rogue. Ah c'est Rogue. Et c'est quoi le nom français alors? C'est Malicia. Malicia, pardon. Et Kitty Pryde, c'est Shadowcat. C'est celle qui se déphase, ouais. Okay. On aurait pu faire votre mutant underground préféré. Ouais. Parce que... Voilà, Malicia. Excusez-moi, autant pour moi. J'ai fait un mix. J'adore Malicia. Bon, moi, c'est très simple, c'est Cyclope. Parce que moi, je me souviens je me souviens du premier épisode de la série animée des années 90, Cyclope qui défonce une sentinelle en un blast. Ça m'a marqué. Mais tu sais quelle est la différence entre Cyclope des dessins animés et Cyclope des films? C'est que dans le dessin animé, il loupe pas sa cible. Voilà. Alors que dans les films, putain, mais il tire jamais là où il faut. Et il meurt hors champ. Cédric. Moi, mon mutant préféré, c'est Godzilla, bien sûr. Et non, plus sérieusement, moi, je suis aussi Malicia, j'aime beaucoup, mais moi, c'était le traitement des films quand j'ai découvert. J'étais enfant et je trouvais ça assez fou, le concept. Elle peut toucher personne, elle peut aimer personne. Enfin, il y avait un truc assez mélancolique qui se tirait du personnage. Et sinon, Wolverine, j'ai eu en dents de scie, puis Logan m'a fait dire que non, Logan c'était. Voilà, donc Wolverine dans Wolverine dans Old Man Logan, même le comics. En fait, moi j'aime bien les personnages qui ont des trucs un peu tragiques à raconter, donc voilà. Et moi, du coup, je prenais une petite note. Et moi, pour terminer, ce sera le professeur Xavier, tout simplement. J'allais dire forcément le chef en fauteuil, c'est trop toi. Allez, la calvitie, vous voyez, ça commence. Effectivement, non, le professeur Xavier, parce que voilà, son pouvoir, c'est quand même d'écouter les gens, de les comprendre, d'essayer que tout le monde s'entende bien et discute, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup le professeur Xavier. Et puis sinon, vu que j'aime beaucoup les personnages un peu chaotiques, neutres, je vous avoue que... Raven, Mystique, m'inspire beaucoup et je regrette vraiment le traitement qui en a été fait avec Jennifer Lawrence, du coup, parce qu'elle est beaucoup plus loyale. Bon, c'est la chef des X-Men. Voilà, j'ai pas compris. C'est nul. Mais dans le 1, c'était très bien. Ah non, mais dans les deux premiers, dans les deux premiers, je trouve que Raven, fonctionne très bien. Même dans le 3, j'aimais bien son arc côté. Vous m'avez trahi. Ah là là, incroyable. Non, voilà. Mais bon, écoute, ce sont des choses qui arrivent. Tu parles des premiers en fait. Oui, je parle des. Pas de First Class et tout ça, des non, des 1, 2 et X-Men 1, 2, 3. Oui. Le côté où elle est vraiment chaotique, neutre. Oui. Vraiment, c'est ce côté personnage wildcard qui. Mais le problème, c'est qu'avec Jennifer Lawrence, ils ont pas su quoi en faire. Elle passe plus de temps en Jennifer Lawrence qu'en Mystique. Donc, c'est le mot de la. Je vais te tuer, j'ai éveillé mes pouvoirs. Je déplace des comics en bougeant ma main. Donc, il tombera pas plus bas. On vous remercie pour ce grand débat consacré à la saga X-Men. On ira évidemment voir Dark Phoenix la semaine prochaine. Tu veux un avis Smiley et Télérama? On n'a pas le droit. Attention, il a rien dit. Attention, il a fait une tête. Attention. Donc les amis, c'est l'heure, avant qu'on casse les embargos, c'est l'heure du quiz musical.
Alors, ce quiz musical cette semaine qui s'intitule d'un X, qui veut dire 3 petits points. Ça peut dire Xenogears, ça peut dire xylophone. Mais voilà, vous avez compris. Ça commence en X. Voilà, il n'y aura pas de xylophone, il n'y aura pas de Xenogears non plus. Alors, d'un côté, nous avons donc la team Xavier, de l'autre côté, la team Magneto. Donc, 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Vous n'avez pas besoin, évidemment, de lever la main pour donner la réponse. Le premier qui la donne. Si vous donnez une réponse mauvaise, la parole va à l'équipe d'en face, évidemment. Voilà, donc ne vous rouillez pas non plus. Et on cache le chat avec les feuilles. C'est parti donc pour le premier morceau. Le thème des X-Men dans le cinéma, donc dans X-Men de Bryan Singer. Tout à fait. Alors j'accepte une réponse générale dans la mesure où ce thème est utilisé dans plusieurs films. C'est le thème de X-Men 2 composé par John Ottman. Transparent quand même. Ah là là, je peux pas te laisser dire ça. C'est vraiment de la soupe. Alors c'est le seul thème bon. John Ottman, suite from X-Men 2, donc le thème principal composé en 2003 et qui resserre ensuite dans Days of Future Past et dans Apocalypse. 1-0 pour l'équipe bleue. Deuxième morceau. X-Files. Ah, alors là, c'est. Il y a 2. Vous l'avez dit à 2. Non, je l'ai pensé très fort, mais en même temps. Je suis Xavier, je sais que tu l'as pensé très fort. Shifumi. Allez, Entre nous deux Cédric et. Ah, vas-y, toi. Daniel. Ok. Non, pas alors, pression. vas-y. Tu es l'invité. Attends, C'est parti. pas l'honneur. Shifumi. Ah non, Shifumi. Allez, ouais. Ah voilà, ciseaux, Le man coupe game. la feuille. Donc Je regardais pas, C'était un truc de radio, ça en plus. extrêmement sur Twitch tous les dimanches à 17h, le saviez-vous. Donc 2-0 pour l'équipe bleue. Troisième morceau. XOR. Oui, bravo. XOR, évidemment, voilà, XOR composé. Pardon, j'ai pas dit Materia Primoris, pardon, de Mark Snow pour X-Files. Et donc là, le générique de XOR, composé par Jean-Pierre Savelli, interprété par Jean-Pierre Savelli, pardon, et dont les paroles ont été écrites par un certain Paul Persavon, alias Antoine Decaune, le saviez-vous. Voilà, donc série diffusée en 83 dans Récréa 2. Le mercredi. Le mercredi, tu y étais. Ouais. Ah ouais, C'était forcément. au CP, si tu veux. Donc 2-1 pour l'équipe bleue. Rien n'est joué, c'est l'heure du quatrième morceau. XXX Solic. Non, ce n'est pas XXX Solic. J'essaie, moi, je sais pas, mais. Putain, Alors, Zéna la guerrière. non. Tantôt, Là, c'est l'équipe bleue qui a la parole. Ah oui. il n'y a même plus d'indices là maintenant, ces films. Alors c'est pas une série, c'est pas un film, c'est pas un jeu vidéo, c'est un programme télé. C'est de la merde. Ah, F3X. C'est pas F3X, équipe rouge. Ça commence par la lettre X. Hein. Donc un programme télé. X Factor. Ouais, bravo. C'est la première fois que je trouve quelque chose de musical. Voilà, donc Chloé, tu marques un point sur X Factor, Merci, tout à fait, Chloé. composé par Andy Love et interprété, le saviez-vous, 2-2. car la voix qui dit X Factor, c'est Simon Cowell qui est le producteur de l'émission. Voilà, tout simplement. Donc on rappelle que c'est un concours de chant anglais diffusé depuis 2004, voilà, dans la continuité de La Nouvelle Star et tout ça, qui fait des très bons mèmes sur YouTube. Au passage, je vous invite à regarder, c'est très très rigolo. 2 partout pour les deux équipes du coup, et c'est parti pour le dernier morceau qui décidera de l'avenir de l'humanité. X-Clamp. Je t'ai eu. Voilà, je t'ai eu là. Attention, bon bah. Et alors, si tu veux être plus spécifique, c'est juste le clip X2. C'est l'AMV, ouais. Bravo, bravo. Bon bah effectivement, là on peut donner le point à Daniel, je pense. Il faut. Et donc effectivement, les bonnes réponses sont souvent les plus en simples. laserdisc, les gars. Ça vous pose ça. Effectivement, donc c'est le morceau X interprété par X Japan sur le clip X réalisé par Rintaro, faisant la promotion du film X avant la série 8 ans plus qui est tard. sorti 8 ans plus tard en 96, qui fait du coup qui a été réadapté derrière en série télé par Yoshiki Kawajiri, X 1999, donc X manga de Clamp. Voilà, œuvre séminale s'il en est. Je vous renvoie à l'émission qu'on y a consacrée. Et ben c'est. On a gagné. C'est comme ça que se termine ce quiz musical. Félicitations. Ah, ça, tu voulais pas me faire mal avec toi. Bah oui, voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça, tu vois. Alors, High five. voilà. Game over hier. C'est la première fois que je gagne ici. Eh oui, Oui, moi aussi. Il faut Sauf savoir que moi, ça que. commence à faire un moment que je fais des émissions. Il faut savoir qu'en off, Karel m'a dit je te mets pas à côté de Daniel pour qu'il y ait une chance pour le quiz. Ah bah, Ah, mais non, mais reconnaître X dès la première coup de guitare, c'est. mais Moi, voilà, je m'attendais à du Xenoblade pour être honnête. Je me Et suis non, dit, parce il que- va se feinter. Moi, je me suis dit Xenon 2. Moi, j'étais toujours sur Xenon 2. et non, parce que Jeux vidéo si Mega vous Drive. regardez bien, c'est X-Men, X-Files, X-Or, X-Factor et X. Donc en fait, c'est juste la lettre X. Il n'y a pas Ah, de. donc Xenon.
Voilà. Non mais c'est pas X et non, c'est Xénon. Voilà, donc on se retrouve du coup tout de suite pour les recommandations. Les amis, en avez-vous? Oui, moi c'est ce sera simple, John Wick 3, voilà, qui est une énorme claque. Une énorme claque d'action. Voilà, je me contenterai de dire ça, pas forcément niveau en termes de scénario, mais l'action, ça fait du bien de voir ça au cinéma, quoi. Cédric, ça fait du bien de voir ça au cinéma? Non, pas du tout, c'était de la grosse merde. Voilà. On fera une émission sur John Wick pour le 4e. Mais moi je suis un John Wick hater, moi j'accepte pas un univers où tout tourne autour d'un chien mort, donc voilà, c'est comme ça. Quoi, t'es team chat? Non plus. Bref, je suis team chat. Je suis team chien, moi. J'aime John Wick. Bah je me doute, comme tout le monde. Cédric. Et ben moi j'avais une reco que tu as fait tomber comme un cuistre par terre. C'est le comics Marvels qui est un de mes comics préférés et qui globalement raconte tous les événements de l'univers Marvel pendant environ 30 ans de mémoire, mais du point de vue d'un journaliste, donc d'un mec complètement lambda. Et donc il y a 5 chapitres et chaque chapitre parle de différents trucs. Par exemple, le premier chapitre c'est sur le combat entre Namor et la première torche humaine qui n'était pas celle des 4 Fantastiques, mais un autre personnage. Voilà, je le montre bien à la caméra. Ça, je suis Golden Age. Voilà, tout à fait, qui finit avec Captain America. Et il y a un chapitre sur les X-Men et les mutants où la question donc raciale dont parlait Daniel niveau Black Powers et l'allégorie est assez bien faite. Voilà. Et c'est dessiné par Alex Ross et c'est scénarisé par Kurt Busiek. Et figure-toi qu'il y a un nouveau chapitre qui sort de Marvels. C'est pas vrai. Pour l'anniversaire, ils ont décidé qu'ils allaient faire un truc spécial. Et ben voilà, double reco et Monsieur Bobbin dans mon cœur à vie, mais vous le savez, je recommande toujours Monsieur Bobbin parce que c'est génial. Qui a sorti un live sur Game of Thrones d'ailleurs. Yes. N'hésitez pas. Je suis assez curieux parce qu'effectivement le surfeur d'argent mis en avant sur la pochette, ça m'intéresse. C'est l'arrivée de Galactus dans le monde. Et meilleur personnage ever, Chloé. Moi, pour Marocco, si vous êtes un minimum amateur de musique et plus principalement d'EDM bien franco-française, on a le DJ Madeon qui n'avait pas sorti grand-chose depuis 2016 parce qu'en 2015, il avait sorti son album Adventures. Il avait fait un featuring avec Porter Robinson en 2016 et depuis, plus rien. Et là, 2 belles petites surprises qu'il nous a dévoilées pour son 25e anniversaire. On a un nouveau single, All My Friends, qui est sorti et pas mal de charts sont en train de dire que ça va être le single de l'été. Et il est en train de préparer un nouvel album qui va s'appeler Good Faith et qui devrait sortir dans l'année. Donc moi, je suis comme une gamine avec des étoiles dans les yeux parce que j'aime Madeon d'amour très fort. Écoutez All My Friends de Madeon, c'est vraiment chouette. Daniel. Je vais pas être original. Le film de l'année, Parasite. Oui. Tu me grilles la priorité là. Parasite, mon film de l'année, mon film coup de cœur de Cannes. Tu ressors de ce film, tu te dis ok, c'est pas possible d'avoir autre chose. C'est un film tellement beau, tellement final, tellement ingénieux, tellement bien écrit. Alors j'espère que c'est pas final parce qu'il est encore jeune, Bong Joon-ho. Non, mais tellement final dans ce qu'il raconte, quoi. Ah oui. C'est un film brillant. Bong Joon-ho, c'est vraiment un miracle pour le cinéma parce que le mec, il fait 6 films. Il y en a 4, c'est des authentiques classiques. J'ai du mal à dire chef-d'œuvre parce que ça veut dire exclure les autres. Mais celui-là, c'est quelque chose qui s'approche vraiment de la perfection. Vraiment extraordinaire pour le coup. Il n'y a pas un pet de gras dans ce film. Tout sert l'intrigue, tout sert la symbolique, tout sert les personnages. C'est tellement bien. Huis clos, j'y retourne mercredi. Voilà. Je vais le voir mercredi aussi. Pareil, on y sera. On en fera la critique la semaine prochaine, du coup. Si quelqu'un aimait une critique, je le stab. Non, mais c'est une critique où d'accord. On en Voilà. livrera une critique la semaine prochaine. Quant à moi, du coup, je profite du fait que tu aies squeezé Parasite de ma petite liste pour commencer par ma deuxième recommandation, à savoir Incassable de M. Night Shyamalan, sorti en 2000, la même année que X-Men. C'est à peu près la même démarche, mais en autrement plus abouti et extraordinaire. Voilà, c'est prendre le super-héros et le traiter comme un film fantastique, partir du réel et puis ensuite voir comment l'arrivée du merveilleux peut véhiculer des angoisses, véhiculer des émerveillements aussi. Enfin voilà, c'est extraordinaire, c'est un film sur le destin, le fatum, tout ça, c'est incroyable. Incassable avec des dessins d'Alex Ross dedans. Tout à fait. Je vous fais des ponts. Incroyable. Et dont d'ailleurs, je crois, la trilogie est sortie dans un coffret il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez le... Oui, je l'ai acheté hier. Ah bah voilà, très bien. Tiens, je croyais qu'il y avait qu'un seul film.
Eh oui. Ah bah tiens, c'est bizarre. Non, et puis du coup, je reprends Mioups sur le chat. Salut à toi, Mioups, qui évoque effectivement peut-être le grand absent de ce numéro et que je me permets de vous recommander, c'est Légion, la série Légion. Même si elle est assez inégale, je trouve qu'elle entreprend beaucoup de choses en termes de représentation visuelle des pouvoirs, et c'est pas souvent qu'on voit ça dans une série de télé. La dernière fois, c'était peut-être le caïd dans la dernière saison de Daredevil, vite fait, le passage en noir et blanc, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, Légion s'amuse vraiment avec ça, et la direction d'acteur est très bonne, Aubrey Plaza au sommet. Voilà, vraiment vraie bonne série. Je sais pas ce que vaut la deuxième saison, j'ai pas eu le temps de le voir, mais la première m'avait vraiment plu. Donc allez-y. C'est tout pour ce numéro. Comme le dit la phrase consacrée, C'est la fin des choux. et c'est la fin donc de ce numéro 97 d'Hyperlink. Déjà, ça file, ça défile à toute vitesse. On espère que ça vous a plu. Daniel, où peut-on te retrouver ? Bah, tout a été dit. Camille Robotics sur Twitter, Camille Robotics sur Twitch. Je pense Twitcher dans pas longtemps. Certains jeux qui s'appellent Chrono Trigger, je suis en train de me refaire. Ou alors Demon's Souls, je ne sais pas encore, ça dépend de mon humeur. Et sinon, bien sûr, After Eight, Super Ciné Battle et Parle à mon Luc, BDC Modération, les podcasts pour lesquels j'officie. Et MDR. Et MDR qui a repris, c'est vrai. Donc je m'enfarine en ce moment des comédies françaises absolument. Genre, c'est comme mater des 0-0 du PSG, c'est aucun intérêt. C'est vraiment c'est chiant à mourir, mais par contre, du coup, ça nous fait des podcasts rigolos à faire. Donc MDR, si vous voulez rigoler des comédies françaises. Et normalement, cette semaine, on a un épisode de Gaijin Dash qui arrive sur Gamecult. Donc pour ceux qui sont abonnés à Gamecult, vous pouvez avoir un des shows principaux qui parle de l'actualité japonaise, import. Et en ce pré-E3, quoi de plus réjouissant que de voir ce que le Japon va faire aux États-Unis. FF7. Et on te retrouve évidemment chez Sword Editions pour la légende Dragon Quest. Exactement. Qui sera bientôt traduit en anglais. Il est sorti. Ah, il est sorti, il est sorti, voilà. Donc les amis, on se retrouve, j'ai envie de dire, moi je serai pas avec vous la semaine prochaine, puisqu'on part pour Annecy, Cédric, on y va la semaine prochaine. Donc on va monopoliser le plateau avec Alexis, et Voilà. on va parler de MMORPG. Tout à fait, vous avez donc un vaste programme, on se retrouve la semaine prochaine, retrouvez Chloé la semaine prochaine, retrouvez Alexis la semaine prochaine, et quant à moi, vous me retrouverez dans 2 semaines en plateau pour le dernier numéro de la saison, 1 heure de débrief de 3, 1 heure de débrief d'Annecy. Il fait frais à Annecy, il paraît. Tu vas aimer. Eh oui, j'ai vu la météo, ça va être horrible. Mais on reste en intérieur quand même. Il y a pas mal de projections, pas mal de beaux programmes. Bref, cette outro est beaucoup trop longue, donc je propose qu'on aille se désaltérer. Et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Salut. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.